William et Sandy. Où est France? Je suis sorti. Merci, bon. Merci. Bon, vous nous donnez des médicaments, je serai très calme. Bon, comment ça va? Vous avez passé une bonne semaine? Pas du tout. J'ai passé ma vie à plaider contre des malotrus qui m'ont contredit. Ah merde! Avec des robes là comme ça. Il y a des gens qui veulent dire le contraire. Ce sont mes confrères. Oui, mais bien sûr. Comment ça s'est passé cette semaine? Moi, j'ai l'impression d'être l'enfant d'une famille recomposée. La semaine, je suis avec maman et le week-end, je suis avec papa. Sur LCI à 10h tous les matins. Bien, et maintenant, vous savez quoi? C'est l'heure du brief de l'invité. Bon, alors ce soir, on reçoit Yacine Bellatar, un humoriste extrêmement controversé. Blacko lui a consacré un édito. On regarde Magnéto Serge. Vous êtes toujours chaud, le Tagine Comedy Club? Bon, alors on va accueillir le prochain. Faites un maximum de bruit pour Yacine Bellatar. Yacine Bellatar fait tellement de choses dans la vie qu'on a du mal à le cerner. Humoriste sur scène. Mais nous aussi, les musulmans, on a peur. Parce que les djihadistes, ils sont dans nos familles. Et ça peut péter à tout moment. Polémiste dans les médias. Les pontes du Parti Socialiste sont totalement groggy par la victoire de Macron. Il a fait imploser ce parti. Yacine Bellatar est aussi animateur de télé et de radio. Qui pense que tous les Arabes assassinent? C'est la petite Marine. Il a rejoint Macron en politique tout en se lançant dans les affaires, puisqu'on a appris cette semaine qu'il voulait racheter le club de foot du Red Star. Mais bon sang, qui est donc ce Yacine Bellatar? Ma femme me dit que je suis totalement obsédé. Par les musulmans, je veux dire, hein. Un peu comme les chaînes d'infos. Si vous demandez son avis à Manuel Valls, il n'est pas loin de penser que Yacine Bellatar ne devrait plus avoir le droit de passer à la télé. Monsieur Bellatar est un humoriste controversé, comme on dit. C'est exactement le même terme qu'on appliquait à Dieudonné. Et tout de suite, on écoute Hassan qui va nous interpréter une chanson de Jacques Brel. Manuel Valls a 1000 ans. Manuel Valls a 1000 ans qui dit que les musulmans, s'ils sont pas contents, c'est pas grave, ils sont très très méchants. Pour tenter de le discréditer, ses adversaires rappellent volontiers qu'en 2015, Yacine Bellatar a présenté le gala du CCIF. Bienvenue à toutes et à tous au 4e dîner de gala du CCIF. Où un dîner en tête-à-tête avec Tariq Ramadan était mis aux enchères. En décembre dernier, Marianne l'a carrément présenté comme un dangereux partisan des islamistes en lui reprochant de n'être pas Charlie. Je le dis très concrètement, je suis pas Charlie. En réalité, la position de Bellatar est beaucoup plus nuancée. Et je choisis pas mes deuils. Je suis pas Charlie, je suis pas Nice, je suis français et tout ça fait que je suis toujours en deuil quand il y a un malheur sur le territoire français. Mais à force d'être attaqué sur ses origines et sa religion... Il faut que j'y sois déçu de ma nationalité française. Déchu, vous voulez dire? Voilà. Yacine Bellatar a fini par taper du poing sur la table. Avant la Coupe du Monde, il a expliqué pourquoi il n'était pas seulement français pendant les matchs des Bleus. Moi, je suis pas français tous les 4 ans. Moi, j'attends pas une compétition sportive pour être français. Je suis français tous les jours et j'en suis très très fier. Et aujourd'hui, moi, mon grand-père, c'est ce qui a permis aux gens autour de cette table de pas parler allemand couramment. Il s'est battu pour la France. Donc moi, personne viendra me dire, pas même Manuel Valls, ce que c'est d'être français. C'est d'ailleurs lui qui doit se poser la question de c'est quoi être français, puisqu'il est devenu à 18 ans. À vrai dire, Yacine Bellatar s'en fout complètement de savoir que Manuel Valls ne le trouve pas drôle. Valls, le mec qui copie Franco mais en moins bien. Qu'est-ce que ça peut lui faire, puisque Macron, lui, l'adore? La preuve, le président l'a même nommé au Conseil des villes. À 35 ans, le voilà donc propulsé dans les cercles du pouvoir. Incarnation de cette France des banlieues qui n'a pas l'intention de renier ses origines ou sa religion. On veut nous séparer, mais y a pas de fossé entre nous. Pas de fossé entre nous, c'est comme ça qu'on niquera tout. Pas de bol pour ceux qui ne supportent pas Yacine Bellatar, ils n'ont pas fini d'entendre parler de lui. Et voilà. Merci à Stéphane Blakowski et Julien Graff. Alors Yacine Bellatar, vous le connaissez, William? Non. Je le connais pas, en tout cas je le connais mal, j'ai jamais rencontré. Je vous mentirais en disant que c'est ma came. Ouais. D'abord parce que j'ai remarqué quand même sur Twitter que quand vous le critiquez, il donne l'impression que vous critiquez l'ensemble des musulmans de France et du monde. Ça me gêne un peu. Et d'autre part, au niveau de son genre d'humour. Mais il n'est pas le seul. Moi, j'avoue que, et j'ai pas attendu Bellatar pour le dire, je suis là de l'humour
qui tourne uniquement et constamment autour de la race, autour de l'origine, que ça soit les Arabes, que ça soit les Juifs. Il y a d'autres choses. Je suis un peu nostalgique de Fernand Reynaud. Et donc, c'est pas exactement la même chose. Ceci étant, vous savez, c'est peut-être un bon gars dans la vie. On va voir. Non, mais c'est peut-être... Moi, je peux m'entendre très bien avec des gens qui n'ont pas du tout mes idées, n'est-ce pas, Raquel? Et j'ai pleuré Jacques Vergès, alors qu'on aura passé la moitié de notre vie à vouloir se tuer l'un l'autre. Ouais. Donc, il faut faire attention avec les idées et avec les gens. Voilà. Bien. Monia, vous connaissez Yacine? Oui, je l'écoutais sur Radio Nova. Moi, je suis en train d'apprendre à le connaître sur LCI. Je sais pas. Ah ouais. J'attends de voir. France? J'ai beaucoup entendu parler, j'ai regardé. On ne sait pas trop qui c'est, quoi. Garrido. Bon, d'abord, toute personne qui a un faux air avec Alexis Corbière, mais quand même forcément... tu trouves pas un peu le côté, le visage un peu rond, la petite barbe qui est à la mode, hein, faut dire que cette barbe barbue... Je me méfie, moi je fais très attention avant de dire du mal des humoristes, hein, parce qu'il faut mieux quand même être avec eux que contre eux. Parce que avoir les rieurs avec soi, et c'est vrai qu'il est drôle, j'ai vu son spectacle, c'est drôle. Formidable son spectacle, vraiment. Non, après j'ai un désaccord avec lui, c'est son soutien à Macron, mais on en reparlera. Alors, Natacha Polony, le journal Marianne, à l'époque, avant que vous le dirigiez, avait fait une attaque en règle contre Yacine Bellatar. Est-ce que ça va continuer sous votre direction? La question n'est pas de faire des attaques en règle. C'était un article argumenté qui s'appuyait sur des déclarations de Yacine Bellatar. La question est en fait de savoir... sur quelle déclaration il faut s'appuyer, puisque moi je l'avais interviewé sur LCI, nous avions débattu, et ce qu'il disait était différent de ce qu'il dit dans son spectacle. En revanche, quand je l'entends dire « je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Nice, je suis français, je ne choisis pas mes deuils », c'est une phrase très étonnante parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'on choisit ses deuils. Il s'agit d'affirmer que des dessinateurs sont morts, massacrés par des tarés qui pensaient qu'on n'avait pas le droit de dessiner Mahomet. C'est tout. Mais voilà. Non, mais s'il n'y a pas de doute là-dessus, on le dit et puis basta, on passe à autre chose. Bon. Donc, faire contourner le truc, je suis ci, mais je ne suis pas ça, etc., ça me fatigue. Donc ce soir, vous allez le pousser dans ses retranchements pour le forcer mais discuter, à se définir. D'accord, on a compris. Essayer de comprendre, essayer d'écouter et débattre. Et maintenant, on passe aux une de la semaine. Alors, Natacha Polony, quelle est votre une de la semaine? Je vous emmène à Toulon, où les membres du SAMU vont désormais faire leurs interventions avec des gilets pare-balles. Et oui, parce que c'est devenu nécessaire. Toulon, on tire sur l'ambulance, c'est le titre de votre... Exactement. Ils ne sont pas les seuls. C'est-à-dire qu'il y a certains métiers qui sont en première ligne, c'est-à-dire des gens qui sont au service des autres, qui souvent incarnent soit la République, soit en tout cas des services qui nous sont rendus à nous citoyens. Et ces gens-là s'en prennent plein la figure de partout. La haine, l'incivisme, l'égoïsme. Et il serait temps, tout simplement, d'en avoir conscience, parce qu'il est hallucinant, mais hallucinant, que dans certains quartiers en France, on soit obligé de mettre des gilets pare-balles à des ambulanciers, à des médecins. C'est délirant, mais de même, c'est pareil pour les pompiers, pardon, mais que des pompiers se fassent caillasser quand ils vont en intervention, c'est un truc de dingue, ça devrait nous scandaliser. Attendez. Là, vous dites, voilà, c'est inadmissible, etc. Tout le monde est d'accord, je pense que personne n'est le contraire. Non, mais attendez. C'est la faute à qui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? On peut déjà faire comprendre que l'ensemble de la population ne supporte pas ça. Un exemple. Quand il y a eu des caillassages de pompiers en Corse, il y a toute une part de la population du village où c'était arrivé, près d'Ajaccio, qui est allée manifester. Alors, hélas, il y a eu parmi les manifestants des gens qui ont eu des phrases racistes absolument ignobles. Mais la base de ceux qui étaient là se sont élevés. Pourquoi? Parce que la Corse était à ce moment-là avec la région de Limoges. C'était les deux seules régions de France où il n'y avait pas de caillassage de pompiers. Ça veut dire que partout ailleurs, on considère que c'est normal. Et puis bon, on fait avec. Donc eux, ils ont vu ça pour la première fois. Et ben ils sont descendus dans la rue. Mais merde, on descend tous dans la rue dans ces cas-là. Stop, il y a des choses intolérables. Très bien. William, votre une de la semaine, mon petit. Eh bien, ma une sur la semaine, c'est sur ce rappeur qui a fait une vidéo qui s'appelle PLB, Pendez les Blancs. C'est quand je rentre dans une crèche, je tue les enfants blancs
couraient leur vite après et pendaient leurs parents. Tout le reste à l'avenant. Et donc, on peut difficilement imaginer, en tous les cas, moi je serais bien en peine, d'imaginer des paroles racistes aussi odieusement répugnantes. Et pourtant, compte tenu d'une perversion intellectuelle profonde dans ce pays, eh bien lui, il a dit, tout ça, c'est de l'amour. Pardi, c'est de l'amour. Et puis, vous avez toute une partie de l'extrême gauche ou de l'antiracisme dévoyé qui a dit non, c'est de la faute de l'extrême droite, c'est de la faute de la fâcheuse sphère, parce qu'il ne fallait pas en parler, parce que après tout, c'est un incident isolé et ça lui fait de la publicité. Ça, c'est vrai. Mais oui. Ouais. Ça, c'est vrai. Bien sûr. Ça. Moi, je reproche à Gérard Collomb de parler de ce type. J'avais cru comprendre que c'était... son job de ministre, pas de communicant. Que c'était ma une, non? Bien. En ce qui concerne l'incident isolé, simplement, c'est Bouba qui voulait enculer la France avec de l'huile et c'était Médine qui voulait crucifier les laïcards. Ça fait 50 ans que chaque seconde que Dieu fait, vous avez l'extrême gauche et les antiracistes dévoyés qui prennent les exemples parfois les plus mauvais pour expliquer que les Français blancs sont des racistes. La réalité, elle est là. Parce qu'en vérité, la sensibilité, la susceptibilité, c'est pas pour les blancs, c'est pour tous les autres. L'explication aussi, c'est, je l'ai constaté moi-même, un laxisme invraisemblable judiciaire pour des raisons idéologiques jusqu'à présent vis-à-vis des rappeurs racistes et violents. Ça ferait partie de la culture. Il n'y a que les rappeurs. Oui. Le mec, là, il prend 5 ans et 45 000 euros, ça va? Oui, on en reparlera. Hein. Bien. Enfin, Monia. On est obligé de rebondir. Tu ne peux pas laisser Gilles William dire ça. Ce Nick Conrad, il a 562 abonnés sur sa page. Il en avait 231 le premier jour. Son texte est exécrable, c'est nauséabond, on est d'accord. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avant, à ton époque, quand on avait un groupe de musique, on était dans son garage, on l'enregistrait sur une cassette. Aujourd'hui, quand on a un groupe de musique, on le met directement sur YouTube et YouTube ne vérifie pas. Ouais. Et donc, en fait, ce qui est incroyable, c'est que, ok, ce mec-là, on en parle, mais il ne représente pas le rap. Non, par exemple, en 2012, pareil, on avait sorti le rappeur Morcey qui vendait tout seul ses petits disques de rap à Clignancourt. On lui a fait une pub monstre parce que Frédéric Mitterrand avait porté plainte contre lui. Juste, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, on décrédibilise énormément le rap. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, ils ont fait leur chemin. Je pense que c'est un groupe de rock identitaire. C'est un groupe de rock identitaire. Vous voulez tuer tous les juifs. Arrête, tu dis n'importe quoi. Premièrement, tu dis juste aux États-Unis. Moi, je fais pas le procès du rap. Mais si, tu fais le procès du rap. Mais bien sûr, tu dis que le rap, c'est de la merde. J'ai jamais dit ça. Non, mais c'est juste pour rappeler. Je dis que je fais le procès de certains rappeurs. Tu caricatures ce que je dis. Alors vas-y, trouve-moi un rappeur que tu respectes. Mais je connais pas le rap, moi, du tout. Je connais pas le rap, de quoi tu me parles. Je peux pas me permettre. Je peux pas m'obliger à... Aux États-Unis, quand même, cette année, un rappeur, Kendrick Lamar, a reçu le prix Pulitzer. Et en France, on est encore en train de se poser la question. Personne ne met en cause l'importance du rap, à part Gilles William. Oui, mais à part Julien qui fait quand même des liens entre Bouba et ce Nick Conrad. Il n'y a aucun lien. Le débat n'est pas sur le rap, le débat est sur les Blancs. Les Blancs sont des victimes. J'entends maintenant que ce type-là est inconnu. Ce type est même très malsain. Oui, il est malsain. On a dit que c'était dosé à bon. On a dit que c'était dosé à bon et dégueulasse. Oui, c'était pas ton premier réflexe, hein. Ton premier réflexe. Non, je fais un rempart de mon corps. Ne pleure pas, t'inquiète pas. Et voilà, merci Gilles William. On se retrouve après la pub pour la deuxième partie du Bifort d'Eternia du dimanche. Ce soir, face aux 5 mercenaires, l'humoriste controversé Yacine Bellatar. A tout de suite. Bonsoir l'Éternel du dimanche. Nous sommes toujours dans le Bifort d'Éternel du dimanche en compagnie des 5 mercenaires et on continue avec la suite des unes de la semaine. Alors Franck, votre une de la semaine. Ah bah moi ça va être un moment d'émotion, de compassion. C'est le tweet de Jean-Pierre Pernaut annonçant qu'il a un cancer de la prostate. C'est-à-dire il nomme
comme Bernard Tapie quelques mois auparavant, nommait son cancer estomac, œsophage. C'est-à-dire, on est rentré dans une autre époque. Moi, quand j'avais mon cancer ou mes cancers... Non, je l'ai dit longtemps après. Moi, je dis... oui, j'ai dit quand même... oui, j'ai attendu 6 ans pour le dire. Et sur le moment, on fait attention. Et c'était un peu la politique de tout le monde à l'époque, pour une raison très simple, c'est que le cancer faisait très peur et qu'il signifiait mort. Et là, aujourd'hui, grâce au progrès incroyable de la médecine, cancer, ça ne veut plus dire mort. Enfin, c'est-à-dire, on a beaucoup de chance, il faut se battre. Et pour se battre, quand on a un cancer, franchement, je peux le dire, on a besoin des autres. Et le fait de le dire, évidemment, fait que, tout de suite, des gens comme moi, comme vous tous, ont envie de dire, allez, courage Jean-Pierre, courage Bernard, courage à tous ceux qui se battent aujourd'hui contre les cancers. Allez, courage Jean-Pierre. Hein, courage Jean-Pierre. Et puis, solidarité cancer. Hein. Bien. Parce que le cancer, on peut le niquer. Bien sûr. Raquel, votre une de la semaine, c'est quoi? Prof, éducation, un pognon de dingue. Ouais. Cette semaine, le gouvernement a annoncé les chiffres du budget pour 2019. Ouais. Il annonce un certain nombre de ministères gagnants. Voilà, donc j'en ai fait la liste de ces chiffres annoncés par le gouvernement. On a le ministère de la Santé et Solidarité, le ministère des Armées, le ministère de l'Éducation et de la Justice qui sont en hausse. C'est formidable, mais il y a un mais, bien entendu. Alors, ce chiffre qui a été donné sur la hausse du budget de l'éducation nationale, par exemple, de plus 1,6% de hausse du budget, il faut quand même le nuancer parce qu'en termes réels, c'est-à-dire en prenant en compte l'inflation et l'augmentation de la population, on s'aperçoit qu'en réalité, le budget baisse de moins 0,8%. Dans le cas, par exemple, de l'éducation, on se retrouve avec des suppressions de postes. 1800 postes de profs en moins. Voilà. Raquel, tu n'oublies pas tous les profs qui n'ont pas d'affectation, il y en a quand même un paquet. Non, pardon, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de profs qui soient sans affectation, parce que par exemple, chez moi, en Seine-Saint-Denis, je peux te dire que ça manque de remplaçants. Il y a une sous-dotation criante, et le gouvernement qui a annoncé... Parce qu'il y a un énorme problème d'organisation générale. Tu sais bien, la solution pour les grands ministères, c'est pas de mettre plus d'argent, c'est aussi de réorganiser, d'organiser mieux. Non, moi je peux te parler de cas concrets. Aujourd'hui, par exemple, en Seine-Saint-Denis, le gouvernement a annoncé qui dédoublait les classes en maternelle dans les ZEP+, et ça provoque, et ça je l'ai constaté dans la classe de ma fille en maternelle à Bagnolet, ça a provoqué une réduction du nombre de remplaçants, justement, qui fait que quand les maîtresses sont malades, il n'y a pas de remplaçants. Je termine sur quoi? Sur cette phrase qui a été prononcée par Macron cette semaine, qui dit, pour être populaire, il faut distribuer l'argent. Hein, vous l'avez remarqué, vous avez relevé cette phrase, qui en a choqué plus d'un, et moi, elle me choque pour une raison très simple. C'est que moi, j'en ai ras-le-bol des politiques, qui soient président de la République ou maire, par exemple, qui parlent de l'argent public comme si c'était leur argent. Ils disent, j'ai financé la piscine, j'ai financé la médiathèque, je distribue l'argent. Mais non, mais c'est pas ton argent. Je suis d'accord avec ça. C'est notre argent, c'est l'argent des impôts. Et par conséquent, comme c'est notre argent, l'argent des impôts, on a quand même le droit de dire qu'on préfère que l'argent aille pour financer plus de postes de profs, parce qu'on en a besoin pour tout un tas de raisons, qui est commencé par le niveau d'éducation du pays, plutôt que pour faire des niches fiscales ou pour supprimer l'ISF pour 300 000 contribuables, ce qui coûte, je le rappelle, 3 milliards d'euros par année. Alors, ça va, c'est bien, elle est top. Tu as raison, et je pense que c'est vraiment pas une bonne idée de supprimer des postes de profs. À ceci près qu'il faut préciser que nous avons aujourd'hui, nous dépensons beaucoup plus que les autres pays de l'OCDE pour nos élèves de lycée, et qu'à côté de ça, nous dépensons beaucoup moins que les autres pays de l'OCDE pour le primaire, alors que c'est là que les inégalités se jouent. Donc, la politique qui est esquissée par Jean-Michel Blanquer aujourd'hui, c'est d'essayer de redéployer bien sûr. Vers le primaire et la maternelle pour tenir dès le départ, pour empêcher les inégalités de se former. Alors, dans un monde idéal, en effet, il n'aurait pas besoin pour ça de supprimer des postes. Mais il se trouve que tu as un maquis d'options et de choses comme ça au lycée qui font que ça coûte beaucoup plus cher que partout ailleurs, et qu'il y a certainement un travail à faire de rationalisation. Je ne suis pas un soutien de la réforme du lycée de Blanquer. Je pense qu'il y a une volonté justement de supprimer beaucoup trop de postes. Mais pour autant, il faut être nuancé sur cette question. Voilà, c'était la une de Raquel. Et maintenant, on passe à vous, Monia Cachemire.
Alors moi, ma une, on va la voir, c'est à la mémoire de nos chiens. Vous savez, Arthur Rimbaud nous parlait du dormeur du Val. Moi, j'ai envie de vous parler du Médor du Val. J'ai envie de parler des chiens et de tous ces animaux qui ont participé à la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, j'ai envie de rendre hommage à tous ces autres poilus. Parce qu'aujourd'hui, un élu du 2e arrondissement se pose la question, faut-il rendre hommage à ces animaux soldats? Bien sûr. Il y en a qui sont pour, évidemment, et évidemment, d'autres sont contre. Mais quand même, il faudrait quand même rappeler, sans minimiser l'impact qu'il y a eu sur les humains, pendant la Première Guerre mondiale, 11 millions de chevaux sont morts, 100 000 chiens sont morts, et 200 000 pigeons sont morts. Parce que les pigeons, c'était les portables de l'époque. On les utilisait pour faire passer des messages. Et donc, évidemment, aussi, les soldats adoptaient au front des chats, des chiens pour se sentir moins seuls, d'autres des chèvres, mais ça, c'est pour une autre utilité. Vous savez, il existe partout dans le monde... J'ai toujours eu des chèvres. C'est très bien. En tout bien, tout honneur, elles te cherchent souvent, mais bon. Je sais. C'est pour ça qu'on t'appelle Chavroux. Et il y a des mémoriaux partout dans le monde, sauf en France. En France, on a un petit mémorial qui est à Lausière, dans la Somme, mais en Angleterre, par exemple, on va à Londres, à côté de Marble Arch, à Hyde Park, on a un mémorial pour les animaux de 18 mètres de long qui rend hommage, le voici, à tous ces animaux qui sont morts pendant la guerre. Animal Wars. Ok, c'est important de rendre hommage aux êtres humains, mais les animaux sont morts aussi pendant la guerre. Et juste pour la petite anecdote, j'ai lu cette semaine dans la revue Nature que pendant le casting que l'on faisait pour choisir les animaux pour aller au front, certains chevaux faisaient semblant de boiter ou certains chiens faisaient semblant de dormir pour ne pas aller au front. Donc finalement, le déserteur de Boris Vian, ça existe aussi avec les animaux. Et voilà, rendons hommage à tous les poilus. Très bien. Voilà, c'était les unes de la semaine. Et maintenant, j'accueille notre invité fil rouge, c'est l'humoriste Yacine Bellatar. Comment ça va, Yannick? Ça va plutôt pas mal. Yannick Bellatar, c'est votre nouveau prénom, donc. Faut changer de nom ici, c'est ça? Ah oui, ici, c'est important. Yannick, c'est pas mal. Ouais, Corinne, Yannick, enfin, c'est des J'ai plus prénoms. une tête de Yannick, selon Yannick, tu vois très bien. Alors, Yacine, j'ai du mal, tu vois. Yacine, on vous retrouve sur scène pour votre spectacle Ingérable. C'est à Paris, au théâtre de 10h, tous les jeudis et tous les vendredis. J'ai vu le spectacle, je trouve ça formidable. C'est gentil, tiens. Ah, vraiment. C'est très bien écrit, on s'emmerde pas. Je conseille aux gens d'y aller, voilà. Et puis vous êtes aussi sur Radio Nova du lundi au vendredi, de 17h30 à 18h, puisque vous présentez les 30 Glorieuses avec Thomas Barbazan. Ouais. Voilà, dans un instant, pour mieux vous connaître, on va jouer au BioQuiz. Mais avant, une question. Comment avez-vous vécu l'affaire Zemmour? Ben, mieux que vous, déjà. Pour des raisons techniques. Non, je pense que le malheur, c'est que ces moments de télé font forcément des dommages collatéraux. Ouais. Je pense que Absatou a pris une déflagration quand même hors norme. Après, la réalité, c'est que on a créé un monstre dont on a perdu le contrôle. Il s'appelle Éric Zemmour. Il a le droit de venir pendant une semaine ou deux sur les plateaux et franchement organiser des combats dignes des plus grands combats de boxe. Et il repart, et lui, ça lui fait des droits d'auteur derrière. Je n'ai pas l'impression que les gens qui se retrouvent face à lui gagneront ce qu'il va gagner dans quelques semaines. Surtout, ce qui m'a frappé, c'est l'image quand il sort de cette librairie d'extrême droite, accompagné par 4 gardes du corps. D'ailleurs, il est garé sur une place handicapée. Comme quoi, à force de le traiter, il a fini par l'accepter. Et mais après, la force d'Éric Zemmour, c'est qu'il ne doute plus. Il dit des choses avec un tel aplomb qu'il finit même par créer le doute chez les Français. Alors, est-ce qu'il faut l'inviter ou pas? Bah absolument, non mais attendez, on est en France, sinon mon père il serait installé en Iran. Évidemment qu'il faut inviter Éric Zemmour. La question c'est pourquoi les artistes ont déserté, en tout cas le propos. Vous qui avez fait télé depuis si longtemps, les artistes avaient un point de vue sur l'actualité. Ils osent plus le dire maintenant. Bah oui, mais c'est le problème. Moi je suis fan de Coluche et évidemment il est inégalable et inégalé. Mais Coluche aurait tellement fait de vannes sur Zemmour qu'il aurait fini par quitter le paysage audiovisuel. C'est à nous, humoristes, qu'on récupère la parole. Merci, maintenant on va savoir qui est vraiment Yacine Bellatar. C'est le BioQuiz de l'invité.
Alors, il s'agit d'un jeu dans lequel il n'y a que des questions sur vous, Yacine. Vous ne répondez pas, mais vous confirmez si ce sont de bonnes ou de mauvaises réponses. On commence. Attention, on se concentre. Que signifie Bellatar en arabe? Le fils de l'imam, le fils du potier, le fils de l'épicier ou le fils du teinturier? L'épicier. Ouais. Ah bah oui. C'est vrai. C'est pas du jeu. Épicier, c'est du Attar. Mais alors, j'ai appris l'arabe dans une mosquée. C'est pas Benatar qui est le fils de l'épicier. Si je m'appelais Benatar, mon père m'a dit gentiment qu'il y avait un autre Benatar dans la classe, il a juste changé une lettre à son nom. Ah ouais. Ça va très vite, l'état civil au bled. Je suis devenu Bellatar. Et je suis devenu Bellatar. Et Bellatar, ça ne veut pas dire fils de l'épicier, du coup. Si, parce que B-E-N, ça veut dire fils de, et Attar, c'est... Et nous, on nous pose la question sur Bellatar. Donc la réponse... Ça commence. On sent l'avocat. On conteste complètement. Je ne savais pas que Golnadel allait m'attaquer aussi vite dans l'émission, parce que c'est pas de ma faute, là. Vraiment, je vous donne le téléphone de mon père. Alors attention, que faisait l'arrière-grand-père de Yacine Bellatar sur la place Djema El Fna à Marrakech? Il prêchait pour convaincre les mécréants, il charmait les serpents, il vendait des chèches, il faisait des spectacles comiques. Les spectacles comiques, oui, bien sûr. Spectacles comiques, Monia. En fait, il s'habillait en épicier pour raconter des histoires, des puissants, et quand la police arrivait, il faisait semblant de vendre des épices, en fait. Ouais, niveau liberté d'expression, à l'époque, le Maroc n'était pas au top, quoi. Valait mieux un déguisement. Sur quelle radio Yacine Bellatar a-t-il fait ses débuts à l'âge de 10 ans? Beurre FM, Strange FM, Muro FM ou Wesh Cousin FM? Muro FM. Non. Beurre FM. Strange FM. Oui. Bien joué. Mais c'est quoi Strange FM? Strange FM, c'était en fait les radios pirates, tout simplement. Et c'était une radio qui émettait seulement dans le 78 et on piratait Skyrock et Fun Radio avec un dénommé Denis Maguet qui m'a fait commencer la radio. Et voilà. Et quand on rentrait pas en soirée, on donnait l'adresse du mec qui nous avait recalé. Tout ça n'est pas très régulier. Tout ça n'est pas régulier, mais c'est pas grave, c'est tellement libre. Lorsqu'il animait la matinale de Génération 88.2, par quelle phrase Yacine Bellatar entamait-il son émission de radio? Salut bande de nazes, carte d'identité, carte de séjour, bonjour, vos papiers et un café ou Allah Akbar? Vos papiers et un café. Salut bande de nazes. Non. Carte de séjour. Oui. Bravo. Au bout de la troisième réponse. La troisième. D'après Yacine Bellatar, qu'est-ce qui fait la différence entre les politiciens d'En Marche et les autres politiciens? Ils sont plus intelligents, ils sont mieux habillés, ils sont plus drôles ou ils écoutent du rap? Mieux habillés. Non. Ils écoutent Le du rap. Ouais. On l'a dit en même temps. Ouais. Ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, les mecs de la France En Marche, ils vont tous à des concerts d'NTM, on passe ça. Oui, enfin, c'est pas bon signe. J'aime beaucoup NTM, mais il faut pas obliger aujourd'hui que la place pour aller voir NTM, c'est 40 €. Ouais. Donc, c'est quand même un truc de cadre supérieur d'aller les voir, quoi. C'est tous des CSP++. Oui, non, mais après, ils écoutent du rap, c'est plus l'aspect générationnel des choses. Ils comprennent en tout cas une partie culturelle de la France que d'autres hommes politiques comprennent pas. Qui Yacine Bellatar a-t-il embauché dans sa société? Mamoudou Gassama, le migrant qui a sauvé un enfant, Théo Luaka, de l'affaire Théo, Jonathan, le chômeur sermonné par Macron, ou Jérém Star? Théo. Théo. Malheureusement, ce n'est plus d'actualité, parce qu'au moment où on devait embaucher Théo, il est tombé malheureusement sous le coup de la justice. Oui, il a été mis en examen pour détournement de fonds publics. Oui, absolument. Théo. Ouais. Enfin, juste préciser quelque chose sur Théo, il faut dissocier ce qu'il a vécu et cette affaire qui lui est tombée dessus. Parce que je trouve ça inadmissible qu'on puisse lier les deux. Ce qu'a vécu ce garçon, l'histoire de la matraque avec les policiers, il a mis quasiment plus d'1 an pour sortir physiquement de son quartier. Au-delà de la souffrance physique, le fait de vouloir juste quitter le quartier, il a été longuement traumatisé. Donc voilà, donc j'espère qu'en tout cas, tout va se régler. Qui est allé assister au spectacle de Yacine Bellatar au Bataclan le 4 mai 2017? Brigitte Macron, Tariq Ramadan, François Hollande ou Gilles-William Golnadel? Brigitte Macron. Brigitte Macron, non. François Hollande. François Hollande, oui, absolument. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'était le soir
C'était le soir du débat Marine Le Pen-Macron et Hollande a volontairement et ostensiblement été voir Yacine. Vous avez été le premier humoriste à rejouer au Bataclan. Oui, oui, enfin, avec beaucoup d'humilité. C'est vrai qu'en tant que Parisien, propriétaire d'un théâtre, musulman, le Bataclan résonne de 3 manières différentes en moi. Je n'ose même pas imaginer ceux qui ont perdu un proche. Et ça m'a toujours fait de la peine de passer tous les matins devant le Bataclan et de ne pas voir le nom d'un mec issu de l'immigration et musulman. Parce que la dernière fois que des musulmans sont rentrés au Bataclan, avant mon passage, ils n'y étaient pas pour le même projet. Et donc l'idée, c'est que quand même de remettre cette salle au centre de tout, et surtout qu'elle appartienne à tout le monde. Qu'après Médine, ce qui s'est passé, ça a tellement été, encore une fois, une déflagration médiatique. Il y a certaines paroles des chansons de Médine qui n'incitaient pas les gens à l'accueillir au Bataclan. Non, mais après, vous savez, le seul témoin là-dessus, c'est les familles des victimes. C'est-à-dire que pour moi, plus que la salle même, si les familles des victimes m'avaient dit « on a vu votre spectacle, on n'aime pas », j'aurais pas joué là-bas. Pour moi, la pensée des victimes est bien au-dessus de ce qui peut se passer dans les enjeux commerciaux. Ce qui est important, d'ailleurs c'est plutôt marrant, l'anecdote va vous faire rire, c'est que j'avais invité 100 gamins de Molenbeek qui sont venus assister à mon spectacle. Et en fait, j'étais tellement dans l'euphorie que dès le début du spectacle, j'ai dit « applaudissez, il y a 100 gamins de Molenbeek ». Et j'ai vu vraiment dans l'audience des gens flipper en disant « déjà, les 5 derniers, c'était pas sympa, alors 100 d'un coup ». Et Hollande est venu et il m'a dit « j'ai vu des femmes voilées rire ». Ouais. Et c'est un truc qui m'a fait rire parce que je dis elle respire aussi. Alors, non. Ce qui est juste étonnant quand on vous entend parler de tout ça, c'est que la question des musulmans semble totalement omniprésente, comme s'il y avait quelque chose d'absolument crucial et essentiel. Le fait que vous soyez artiste semble s'effacer devant le fait que vous soyez artiste musulman, qu'il faille que des musulmans aillent à cet endroit-là. C'est un peu en contradiction avec ce que vous dites par ailleurs, à savoir qu'on est français, tous français, que vous vous sentez français. Et pourquoi remettre toujours en avant cette question-là? Parce qu'en fait, si vous connaissez quelqu'un qui a une personnalité binaire, il faut me le présenter. Nous sommes une composante de multitudes de choses, je répète. Le fait d'être français ne contredit pas l'idée que je sois musulman. Non, ça ne contredit pas. Non, mais même ça l'améliore, je vous le dirais. En permanence. Parce que je suis fier. Je sais que c'est un truc assez rare qu'on laisse plutôt à des gens d'extrême droite de revendiquer leur fierté. Moi, je suis hyper fier d'être français, d'être musulman, je suis hyper fier de venir de banlieue. Et tout ça, quand je me réveille le matin, je me dis, putain, t'as plusieurs combats à mener juste pour qu'on te respecte dans tout ça. Voilà. Mais a priori, vous êtes ici, vous êtes respecté, on vous écoute. Non, mais en fait, Natacha Polony, il faut que vous compreniez l'histoire. Nos parents, en fait, ils sont arrivés il y a 40 ans, ça fait 40 ans qu'ils baissent la tête et qu'ils ne revendiquent pas. Il y a un moment, il y a des gens qui viennent de ces quartiers-là qui sont hyper fiers de faire partie d'un projet global. Alors, il y en a qui jouent au foot et qui nous ramènent la Coupe du Monde. Et ils sont tout heureux de s'appeler N'Golo Kanté ou Paul Pogba de ramener la Coupe du Monde. Moi, quand je monte sur scène, j'ai envie d'être fier par rapport à ce qu'ont pu être mes parents, qui avaient, en tout cas pour ma mère, un français plutôt approximatif. Moi, ayant un français plutôt soutenu, je suis hyper fier de me réveiller le matin et dire aux gens, bah voilà, je suis fier d'être toute cette composante-là. Après, ça n'interfère pas sur le fait que des gens, ça puisse leur déplaire ou compagnie. C'est si vous commencez à dire aux gens pourquoi vous le dites, c'est encore plus gênant. Bien sûr qu'on est fier d'être quelque chose de multiple et de porter haut toutes ces composantes. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous ramenez quelqu'un en disant mais pourquoi vous le dites, bah pourquoi on ne le dirait pas? Non, il y a une différence entre le dire de temps en temps comme ça et le dire tout le temps. Il y a des tas de gens qui ont baissé la tête toute leur vie. Je connais des paysans, je connais des ouvriers qui ont eu l'impression de devoir baisser la tête toute leur vie. Bien sûr. Donc voilà, il y a des problèmes de domination, de rapport de classe dans toutes les sociétés et dans la société française comme les autres. Mais là, quand on insiste à ce point, ça veut dire qu'on crée un abcès de fixation. Je vous dis juste qu'à un moment, aujourd'hui, on a affaire à une génération qui va rester ici de manière permanente. Alors j'en profite. C'est très bien, c'est pas le problème. Non, c'est pas l'idée que ça soit très bien. C'est que je vous non, mais dis je veux dire, c'est comme ça et c'est. Non, mais juste, je vais au bout de mon propos parce que je vous ai écouté. Oui, la réalité, c'est juste un moment que le fait qu'on veuille rester et montrer notre amour à notre pays, le fait de le dire, je sais pas comment sont vos rapports avec votre mari, mais moi, quand je croise ma femme, j'aime bien lui rappeler que je l'aime. Bien. Mais personne ne vous reproche de dire que vous aimez la France, mais vous n'avez pas l'air de comprendre. Qui remporte le bio-quiz? Monia Cachemire, comme d'habitude. Ça n'a rien de bon. T'en es marre. C'est même assez déplaisant. Bravo, Monia. Je suis blasée.
bosser, de gagner, j'en ai marre. Chaque semaine, elle gagne quand même. Mais bossez, les gars. Vous voyez, si par exemple la Champions League, on le savait que c'était toujours Madrid qui gagnait, à la fin, on ne regarderait plus les matchs, tu vois. Ouais, Il faut quand même que tu fasses. Il faut que tu nous laisses un peu gagner, tu vois. Non, mais moi, je suis dans ce pays, je bosse. Et voilà, on se retrouve après la pub avec les Terriens du dimanche, l'émission qui nous permet de savoir quel jour on est. Ce soir, face aux 5 mercenaires, l'humoriste Yacine Bellatar. A tout de suite. Go down. Bonsoir les Terriens du dimanche. Bienvenue dans l'émission qui nous permet de savoir quel jour on est. Ce soir, dans les Terriens du dimanche, notre invité fil rouge, c'est l'humoriste Yacine Bellatar. La génération Mbappé se sent-elle gauloise? Direction la banlieue parisienne pour rencontrer les futurs talents du foot. Les travailleurs du sexe sont-ils en danger comme jamais? Pierre Lucia est allé au cache-pipe et aussi bien sûr les Terriens de Tanguy Pastureau. Voilà, l'émission s'appelle Les Terriens du dimanche. Ce soir, face à Yacine Bellatar, les 5 mercenaires. Alors, votre slogan, c'est la grande rousse avec un blouson noir. Et ce soir, c'est la grande rousse avec une chemise blanche, évidemment. Ça vous va? Ça, moi, ça me va. Votre sampleur? Oh, il me va aussi. Natacha. Natacha, moi je reste attaché. Natacha, moi je reste attaché. C'est bien, hein? C'est fait exprès. C'est fait exprès. Pour détourner un avion, il faut être dedans, elle est là. Raquel Garrido. Mais là-bas, près du comptoir, en bois, nous on danse pas. On est là pour voir. On est là pour faire Ah, je l'adore. Je l'adore. Payer nos verres. Je l'adore. On te reconnaît bien là. Ah oui, bien sûr, la France insoumise. Ah oui, bien sûr. Elle est à la mode et elle taille des costards. Monia Cachemire. Tête à claque, tête de mule, mais surtout, tête bien faite. François-Olivier Gisbert. L'avocat qui se défend très bien lui-même. Je suis carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Et notre invité fil rouge, c'est l'humoriste Yacine Bellatar. Alors, votre slogan, Yacine, si vous l'acceptez, votre slogan, c'est l'humoriste qui ne fait pas rire tout le monde. Ouais. Ça vous va? C'est pas mal, ouais. Et maintenant, votre sampleur. Je suis français. Ils veulent me noyer, faut me fiancer. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent me noyer, faut me... J'adore cette chanson. On commence avec l'invité fil rouge face aux 5 mercenaires. Alors Yacine, les 5 mercenaires ont chacun une question à vous poser. Et on commence avec Monia. Bonjour Yacine Bellatar. Je me suis amusée à jouer le bureau des vérifications des tweets. Donc je me suis promenée sur votre compte Twitter. Et apparemment, entre vous et les réseaux sociaux, c'est une grande histoire d'amour. Vous êtes sur Twitter depuis 2014. Vous dites que vous êtes un artiste binational, bipolaire. Mes tweets engagent mon avocat et ses collaborateurs. Plutôt fun comme description. Mais j'ai vu quand même que vous aviez des petites lubies, vous avez des obsessions. Une de vos premières obsessions, c'est par exemple Didier Deschamps. Par exemple, en juin 2018, vous tweetez, on va voir votre tweet, hashtag Deschamps a fait de cette équipe une PME dans le yaourt où tout le monde doit lui dire oui, pas de caractère et trop de politique pour ne pas prétendre au meilleur de chaque joueur. On passe à un autre tweet en juillet 2018, j'espère que Deschamps sait ce qu'il fait là pour Kanté. Enfin, ma question est simple, c'est quoi votre problème avec Deschamps?
Ah non, mais moi, il ne faut pas me parler de foot, je suis un gros beauf. Hein. Vraiment. C'est vrai, non, mais c'est quoi votre problème? Autant je peux essayer d'avoir une vision politique de certaines choses, mais le foot, je suis en caleçon, je crie n'importe quoi, ça me rend raciste. Et non, mais 4h18 du matin, je sais pas si t'as vu. Oui, je vois, non, ça, je me posais la question. Qui prouve que j'ai une vie quand même plutôt intéressante. Non, juste pour préciser. Non, mais, est-ce que ça a quelque chose à voir avec Benzema, Ben Arfa? Non, celui qui gagne a raison. Enfin, je veux dire, avec toute l'estime que j'ai pour Karim Benzema, à l'époque, en plus, je me suis engagé contre le fait qu'il rejoigne l'Euro, parce que j'avais trouvé que l'argument du racisme était venu beaucoup trop vite. Et du coup, ça pouvait amoindrir les gens qui vivaient vraiment le racisme, parce que le niveau de richesse où Karim Benzema et moi, on se trouve, on ne subit pas trop le racisme. Mais vous avez demandé la démission de Deschamps, maintenant c'est terminé vous? Mais non, mais moi je trouve que le jeu de Didier Deschamps, mais là vraiment on parle de football, vous n'êtes pas Pierre Ménez, mais juste préciser quelque chose, c'est que c'est un bon entraîneur parce qu'il a gagné, il n'y a pas à débat. Et j'ai tweeté quelque chose dans ce sens-là, juste il a ramené la Coupe du Monde, c'est exceptionnel. D'accord, bon, le sujet est clos. Manuel Valls. Alors votre deuxième obsession c'est Manuel Valls. Alors pour Manuel Valls, il a ramené la Coupe du Monde et c'est un bon entraîneur. Non, c'est pas du tout ça. Non, mais par exemple, sur LCI cette semaine, vous avez déclaré à propos de lui, un migrant qui a réussi, ça me fait plaisir. D'où vient ce désamour pour Valls? Il est nul. Mais c'est pas autre chose. C'est pourquoi c'est Non, mais là, c'est ça. C'est un cumulable. Non, personne n'est suffisamment républicain. Allez. Non, mais moi je suis pas assez. Dites-le, c'est ça. C'est bien fort parce qu'il distribue les bons et les mauvais points de la République. C'est vraiment. Fallait me dire. Mais c'est. Bah non, c'était pas. Ça m'avait pas l'air. Ça m'avait pas l'air d'une question. Je sais que vous êtes plutôt proche. Moi, je n'apprécie pas Manuel Valls parce qu'il est rentré dans un jeu qui peut aujourd'hui paraître extrêmement préjudiciable. Après les attentats, j'ai été totalement en désaccord avec sa ligne politique qui voulait dire à un moment, la laïcité, c'est pas lui qui l'a déposé à l'INPI, c'est Aristide Briand qui a créé la laïcité. Tous les gens qui sont français se réclament de la laïcité. Si la laïcité, c'est de passer sa vie avec un permis à laïcité, comme il le faisait sur les plateaux télé, en disant lui il est laïque, lui il n'est pas laïque, comme vous venez de le faire. Aujourd'hui, si vous prenez votre voiture et qu'elle vous dépose derrière le périph', mon cher Fox, si vous voulez, je vous accompagne, vous verrez que les jeunes de quartier, tellement il en a parlé de la laïcité et tellement il en a parlé à sa manière, les gens sont persuadés aujourd'hui, en tout cas, je crois que ma collègue de droite a été prof, ils sont persuadés que la laïcité, c'est un truc contre les musulmans. Alors que c'est pas ça. C'est un truc qui permet aux musulmans d'être musulmans et français. Mais non, mais il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, dire je suis laïque, eh ben, il y a un mec qui a décidé, et pardon de vous dire ça, puisque vous aimez tant la France, vous n'êtes pas dérangé par le fait que Manuel Valls aille se présenter à Barcelone et disent aujourd'hui, s'il y a France-Espagne, je préfère que l'Espagne gagne. Remplacer Espagne par Maroc. Attendez, si moi j'avais dit, Monia. Je termine avec une dernière obsession. En 2018, il y a un article de JQ à qui vous répondiez, qui vous voyez comme le parfait remplaçant de Yann Moix. Et vous disiez, merci JQ pour cette proposition. Problème, Ruquier a déjà du mal à m'inviter tout court, il préfère Bouty. Et là, dernièrement, vous avez mis un petit taquet à Laurent Ruquier concernant notamment son dernier chroniqueur, Charles Consigny. Vous avez dit, Ruquier a quand même le talent de découvrir année après année des chroniqueurs qui confortent le racisme dans notre pays. Si nous ne sommes pas couchés, il est temps que tu te réveilles. Merci à toi pour cela et vive ton socialisme. J'espère que vous ne classez pas Natacha Polony dans ses chroniqueurs. Non, non. Ah, très bien. Enfin, non, j'ai des désaccords avec Natacha, mais ça m'a l'air plutôt, j'ai envie de dire, courtois et élégant. Enfin, qui est Consigny? Vous pensez quoi, justement? Qu'est-ce qu'il vous a fait, Consigny? Non, mais il m'a rien fait, mais je veux dire, enfin, à un moment, il y a une réalité. C'est comme pour votre émission. C'est un moment, Consigny, il sort. Il dit d'un mec qui est noir, c'est facile de réussir quand on est noir, pédé de banlieue. Voilà, c'est cadeau, ça. Ça vole comme ça. L'autre Consigny rentre dans son appart, il se dit j'ai froissé personne. Non, il se pose même pas la question. Et moi, je vais vous raconter une anecdote. C'est comme pour vous, pour Zemmour. Le problème qu'on a eu avec la polémique Zemmour, c'est que c'est venu très tôt dans l'année. Ouais. Donc, moi, la question, c'est on va finir comment au mois de décembre? Si toutes les semaines, il y a ça. Je vais vous raconter une anecdote qui va beaucoup vous faire plaisir parce qu'elle parle du regretté Alain de Greff. Alain de Greff était patron de Canal et les Guignols ont fait un sketch où il baisait le pape. Il y avait Gassio, Delépine, il y avait quand même des auteurs qui avaient quand même un charisme. Et il rentre dans le bureau de Greff, il dit on va faire le sketch. Hein. Cherche pas Alain, hein, tu l'enlèves pas. Et de Greff a juste répondu une phrase. Il a dit si on baise le pape lundi, qu'est-ce qu'on fait mardi? Et pour moi, pour répondre, ces gens-là, pour moi, c'est des tirailleurs. C'est-à-dire qu'ils vont mourir sur le champ de bataille qui est devenu la télé, en balançant des phrases. C'est à chaque fois de pire en pire. Ici, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est le privé. Ouais. Moi, je paye Consigny. Je paye Valls. Je les paye.
j'ai le droit quand même, maman, d'avoir un avis sur ce que je paye. Quand on va au restaurant que l'entrecôte, elle n'est pas bonne, on appelle le chef. Et si demain on vous propose d'être à la place de Consigny, si Ruquier vous propose, vous acceptez? Déjà, je suis sur scène, donc je ne juge. Non, mais est-ce que vous accepteriez? Non, je ne vais pas juger. Non, mais moi, j'aime bien cette émission, pardon de dire ça, ça me fait rire. L'artiste, il bosse pendant 2 ans, il fait un album. L'autre, il est en face, il a jamais pris une guitare, il lui dit c'est de la merde. C'est génial. C'est génial. C'est vraiment. Non. Vous n'avez pas répondu à ma question. Demain, Ruquier vous appelle, vous accepteriez d'être... Si vous voulez l'attention par rapport à Laurent Ruquier, puisqu'on dit, on dit tout ici, Laurent Ruquier est venu voir mon spectacle l'année dernière, avant la polémique, où j'ai été traité par Marianne quasiment de demi-frère de Bagdadi. Il m'a dit, droit dans les yeux, je vais t'inviter dans mon émission. Il est venu voir, je ne vais pas mentir. À partir du moment où ça a chauffé pour moi, et je vous le dis honnêtement, il y a peu de gens qui m'ont sauvé de cette tempête médiatique, et c'est pour ça que je remercie Thierry, parce que même si on n'était pas d'accord, il m'a dit, on peut te faire plein de procès, mais celui-là, en l'occurrence, il est trop grave pour qu'on laisse passer. Laurent Ruquier m'a pas passé un coup de fil pour me dire, oui, non. Yann Moix est venu voir mon spectacle. Il m'a dit, je connaissais pas le mec, j'ai vu le spectacle, bien, pas bien, c'est pas grave. L'art pose des questions, il n'y répond pas. Par contre, qu'un mec qui se fasse passer pour ce qu'il est, finissent par me condamner, encore pire, comme les autres, en laissant cette petite musique courir dans les médias comme quoi j'étais un islamiste, n'est-ce pas, William? Ça, c'est grave. Parce que ce qui brise, c'est pas moi, Yacine Bellatar, c'est tous les Bellatar. C'est ma famille, c'est ma femme, c'est mes enfants. Être père aujourd'hui d'une famille et on vous dit, ouais, mais est-ce que ton père, il est islamiste ou pas? Ça, je pardonnerai jamais. Et alors que Ruquier se gargarise derrière sa télé, il est temps que cette émission, elle s'arrête. Non. Franck. Alors, un petit moment de consensus. Il y a Patrice Carteron, voilà, qui est un ancien champion du monde de boxe thaï, qui a posté une petite vidéo à propos de cette affaire du prénom entre Éric Zemmour et Absatou. Magnéto, Serge. Voilà. L'affaire Absatou. Alors, on va faire un test. Vous prenez 2 CV. Un CV où il y a écrit Mohamed et un autre avec le nom Roger. Qui va être choisi? Aux mêmes compétences, au même niveau. Qui aura la priorité? Maintenant, je vais faire un autre 3e test. Je vais prendre Absatou et Patrice, au même niveau. Qui on va plébisciter? À un moment donné, si c'était faux tout ce que je disais, pourquoi les banlieues ont milité pour le CV anonyme? Ah voilà. Alors, ça pose de toute façon un vrai problème. Ah mais c'est un vrai problème. Carteron, parce que d'abord c'est un anticommunautariste, c'est quelqu'un qui a des convictions fortes. Et là je trouve qu'il pose un vrai sujet. Mais alors, pour continuer sur l'affaire Zemmour, j'ai le sentiment, après vous avoir entendu, je ne vous connaissais pas, je vous ai entendu par-ci par-là, mais j'ai le sentiment, par exemple, que vous auriez signé la pétition d'Absatoussi, qu'elle a mise en ligne, pour interdire que Éric Zemmour passe sur les plateaux télé. Bon, apparemment, vous êtes contre ce type d'action. Alors, je vais répondre. À un moment, quelqu'un qui prétend faire partie du noble art, je ne vois pas Mohamed Ali se filmer avec son portable et une capuche et invectiver quelqu'un dans la société. Je pense qu'il est facile, et pardon de vous dire ça, Absatou, c'est votre ancienne collègue, juste par décence. Non, par décence. Je suis triste pour Absatou et Thierry Ardisson parce que je pense très honnêtement qu'ils avaient jusqu'à présent une bonne relation. C'est vrai. Le cas Zemmour ne m'intéresse pas à partir du moment où lui-même, il s'est écarté du système médiatique. Donc il ne faut pas l'interdire. Mais il faut, je le redis encore une fois, faites venir les Zemmour. La vraie question, c'est qui leur répond. On laisse la parole à des gens qui allument en permanence un incendie. Vous voulez pas qu'à un moment, juste on se dise, Carteron, moi je vais lui répondre. Vu qu'il est malin, il va me répondre. Après, je vais aller appeler un autre boxeur pour lui dire, réponds-lui. Là, on va appeler Booba et Caris. Non mais là, ça va là. Gilles William Golnadel, c'est à vous mon petit. Oui, moi je voulais interroger M. Bellatar sur le rapport de M. Hakim El-Karaoui. Je crois que d'ailleurs on a un extrait de ce qu'il dit. Tu me demandes? Oui, oui. Magnéto, c'est là. Voilà. Donc l'idée c'est quoi? C'est de créer une organisation neutre, indépendante des pays d'origine, indépendante de ceux qui tiennent aujourd'hui les mosquées, pour prélever une toute petite somme d'argent sur chaque acte de consommation et réinvestir cette somme d'argent dans le travail théologique, parce que c'est la mère de toutes les batailles, dans la formation des cadres religieux, dans, pourquoi pas, la construction de certaines mosquées. Alors, Hakim El-Karaoui, c'est un intellectuel franco-tunisien que l'on dit proche du président Macron. Bah, c'est pas que l'on dit, ils étaient ensemble chez Rothschild, fiston. Oui, bon, d'accord. Et qui a un point de vue sur l'islam à la fois assez peu politiquement correct et inquiet. C'est-à-dire qu'il dit qu'en France, aujourd'hui, l'islamisme radical marque des points
est en progression et à l'intérieur de l'islamisme radical, il pointe la responsabilité des frères musulmans. Alors, quel est votre regard sur le discours d'Hakim El-Karaoui? Alors, je connais très bien Hakim El-Karaoui. J'ai marqué mon désaccord avec ce rapport. Il y a plus quand même de pages dans le rapport que dans le Coran. La réalité, c'est qu'il faut comprendre comment l'islam s'organise. Alors, moi, je le dis dans mon spectacle, je ne suis pas musulman pratiquant, je suis musulman pratiquement. Je suis vraiment... voilà. La réalité de l'islam, c'est qu'il n'y a pas de clergé. Cette démarche d'Hakim est une amorce d'une forme de clergé. Vous savez, celui qui va réussir à mettre autour d'une table marocain, algérien, tunisien, turc... Il le dit. Autant qu'il joue directement à l'euro-million, il aura plus de chances de gagner. La réalité de l'islam, je pense aujourd'hui, c'est qu'il y aura une victoire générationnelle avant d'être théologienne. Dans le sens où aujourd'hui, nous, nos parents n'avaient pas prévu de rester, avec toutes les séquelles que ça a engendré. C'est-à-dire que nos parents ont accepté de prier dans des caves, sauf que les enfants grandissant, ils acceptent de moins en moins de prier dans les caves. Qui est, dans l'absolu, et ça, ce que vous dites est plutôt vrai, une islamisation de l'islam, de l'islamisme en tout cas, ben, c'est avéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne surveille pas certains mômes, ils peuvent basculer dans un islam qui est totalement opposé, mais alors opposé même à ce que leurs parents auraient pu leur apprendre. Aujourd'hui, la vraie question, c'est de savoir, et je vous dis ça, moi j'ai décidé de lancer un projet qui, je reviens de Belgique, j'étais à Molenbeek, où je vais ouvrir une école de théâtre dans Molenbeek. Vous savez, ce que j'ai vu en Belgique est beaucoup plus grave de ce que nous, on vit en France. Pourquoi? A priori, les chiffres, c'est qu'il y a 100 000 personnes de confession musulmane qui veulent en découdre avec notre société, qui se ressentent vraiment pas du tout dans un projet collectif. Il y a 7 millions de musulmans. 7 millions. Moi, j'ai l'impression qu'au quotidien, on a quand même des musulmans friendly en France. Ils partent en vacances à la Toussaint, à Pâques, à Noël. C'est même pas nos fêtes, on part en vacances. Nos enfants, moi j'ai 3 enfants, si je leur annonce que le Père Noël n'existe pas et qu'il faut égorger un mouton, il y a la révolution à la maison. En fait, vous sous-estimez à quel point nous avons été progressistes dans notre approche de l'islam, tout en gardant les préceptes de l'école française et donc de la République française. Ce que dit Hakim là-dessus, là où il a tort, c'est que, selon moi, il ne faut pas prendre les musulmans de haut. Il faut se mettre au niveau de l'islam. Et par là, je pense qu'en habitant à Bagnolet, Raquel peut en attester, c'est une religion qu'on trouve beaucoup quand même dans les milieux très populaires. Et c'est une démarche qu'on est en train de structurer parce que la vraie question, elle se lie aussi à la notion de pauvreté. Quand est-ce que des gens deviennent de plus en plus pratiquants? Vous êtes quelqu'un qui, a priori, aime l'histoire. C'est durant les périodes de crise économique les plus profondes. Et aujourd'hui, quelqu'un qu'on laisse dans le désarroi, je ne dis pas que le fait d'être au chômage peut faire de nous des islamistes. Par contre, et ça je suis assez d'accord, c'est que l'islam jusqu'à présent en France n'a pas été géré par des Français. Il a été géré par l'étranger et par quelqu'un que vous estimez profondément. Quand vous invitez sur les plateaux quelqu'un comme l'imam Chalgoumi, l'imam Chalgoumi, il n'a de français que sa résidence. L'imam Chalgoumi, c'est normal qu'il arrive ici et qu'il ne vous explique pas c'est quoi cet amour fou qu'on peut avoir pour la France. Erasmus avant tout. Oui, pour apprendre la langue. Oui, absolument. Enfin, non, mais il faut ne pas être français, l'imam Chalgoumi. Oui. Je ne l'ai jamais entendu proférer des choses qui soient contraires à la République. Bah, c'est normal parce que déjà son français est plus qu'approximatif. C'est quand même la bête noire des islamistes. C'est la bête noire des islamistes. Mais non, mais c'est pas la bête noire. C'est la bête noire de la conjugaison, Fogg. Il invente une chose. Juste un moment. Non mais écoutez, c'est quand même incroyable. Vous prenez comme représentants des musulmans. Non, c'est un blédard qui représente pas les musulmans n'ont pas choisi. Non, on le fait pas. C'est-à-dire que moi, si je pouvais voter, j'aurais limite voté pour Hatem Ben Arfa. J'aurais pas voté Chalgoumi. L'imam Chalgoumi, c'est quelqu'un qui a été menacé de mort des cinquantaines de fois. Rien que pour ça, j'ai pas envie de me moquer de lui. Non, mais William. Bah oui. William, il est génial. Vraiment, j'adore cette émission. Mais je pense que Thierry fait partie de cela. William, qui est à moins d'1 mètre de moi, de quoi vous m'avez traité 2 fois cette année sur RMC? 2 fois. Il paraît d'ailleurs que vous m'avez fait un procès. Hein. La question n'est pas celle-ci. Non. Mais la question, elle n'est pas de dire les conséquences. Juste dites-le, comme ça va faire un moment ça part. De quoi vous m'avez traité? Non, monsieur Bellatar. De quoi vous m'avez traité? Monsieur Bellatar, vous vous êtes vanté, monsieur Bellatar, dans l'émission de monsieur Hardy. Oui. Il y a déjà plus de 8 mois. Oui, de quoi vous m'avez traité? Mais je me souviens un peu de quoi je vous ai traité. D'accord. De quoi je vous ai traité,
monsieur Bellatar. Une chose est certaine, vous êtes vanté en public, à la télévision, chez monsieur Ardisson. Je vais faire un procès contre William Golnadel. J'ai pas encore reçu de papier bleu. William, de quoi tu l'avais traité? Mais je ne me souviens pas. Vous en souvenez? Regardez, on va prendre le principe à l'envers. Non, mais si on ne pouvait pas. Est-ce que vous en souvenez, Yannick? Alors, je sais pas, Golnadel, par où il passe en taxi ou en Uber pour avoir ses lubies. Mais un jour, il arrive chez les grandes gueules, là, qui ont une émission. Oui, bien sûr, une émission de qualité hors norme. Mais vraiment, le niveau est haut. J'adore. Et vu qu'ils sont là et qu'ils se montent la pression les uns les autres pour avoir un buzz, il a dit Yacine Bellatar est islamiste. C'est-à-dire que pour Golnadel, je suis dans la même catégorie que Ben Laden. Ah non. Voilà, et il est là sur un plateau avec moi. C'est-à-dire qu'il n'a pas trop peur des islamistes. Non, mais... je dois reconnaître que j'ai pris davantage de risques dans ma vie que d'être à côté de Yacine Bellatar. Voilà, alors pourquoi dire ça? Cela étant, j'attire votre attention sur le fait que lorsque je vous ai posé la question, et à propos d'Hakim El-Karaoui, j'ai parlé d'islamiste radical. Moi, pour moi... Le fait d'ailleurs que vous alliez à un gala du CCIF ne m'inspire pas la plus vive des sympathies. Mais le fait conseil contre l'islamophobie. Le conseil contre l'islamophobie, qui ne se caractérise pas par la modération et qui avait invité Tariq Ramadan. Mais moi, pour moi, dans mon esprit, un islamiste qui n'est pas radical, c'est pas quelque chose de péjoratif. Je parle... Ouais, non. C'est une avancée conceptuelle. Mais quelle tristesse que le zapping n'existe plus. Quelle tristesse. Mais quelle tristesse. Mais vous aurais-je traité d'islamiste radical, monsieur Bellatar? Mais vous êtes avocat? Non, mais vous avez... Non, mais est-ce que vous êtes avocat? Je pense que oui. Je crois que la pire pub pour lui, c'est lui-même. Ah oui. C'est vraiment... C'était les sacs nationaux. Ça va inviter Kidrouille. Et maintenant, les fausses infos qui sont plus vraies que les vraies et inversement, c'est fake no fake. Alors la prod a préparé des sujets qui concernent les Macron. Emmanuel et Brigitte Macron. À vous de dire, mes chers amis, si les informations sont vraies ou si elles sont fausses. Si elles sont fake ou si elles sont no fake. T'as compris? Ouais. Il existe 2 autres Emmanuel Macron en France. Fake, no fake? No fake. C'est vrai. C'est vrai. Bah oui. Absolument, c'est vrai. Il y a 300 foyers français qui portent le patronyme Macron. Et d'où ça vient, Macron? De macaron. C'est pas loin. De Macron. De Macron. Qui veut dire menton proéminent. C'est bizarre, il n'a pas le menton proéminent. Donc il y a 3 Macron en France? Voilà. Il y a 3 Emmanuel Macron. Ça va faire plaisir à Jean-Luc Mélenchon, ça. Ouais. Emmanuel Macron a été naturiste dans sa jeunesse. C'est lui, là? Fake. Fake, oui. C'est pas lui. C'est pas lui. Bravo. Ouais, bah. Ouais. C'est juste une personne qui lui ressemble. J'ai failli tout perdre bêtement, là, dans une émission. Brigitte Macron a joué dans une série télé. Réponse? Bah oui, évidemment, on l'a vu. Sur France 2. Donc, bravo, la vestiaire. C'est notre Michelle Obama. Ouais, moi je l'adore. Ah, pour vous, c'est Michelle Obama. Pour moi, c'est notre Michelle Obama. Je la trouve empathique, sympathique, belle, élégante, chic. Je suis très fière qu'elle représente notre pays. Gilles William Golnadel n'a pas l'air d'accord. Je ne partage pas l'engouement de Monia, mais bon... C'est Monia. C'est Monia. Non, c'est Monia. Il y a un gros problème de prénom dans cette émission. Quand tu sais qu'il appelle Michel Simèche, Michel Sim, et Marion Cotillard, Marion Cupillard... Je trouve que tu t'en sors bien. Ouais. Je trouve, oui. Il y a un problème de prénom dans cette émission. Non, mais surtout, c'est de se rendre compte que Golnadel a les mêmes problèmes de français que l'imam Chalgoumi. Ça me fait plaisir. Voilà, c'était fake, no fake. Alors, Yacine Bellatar, les travailleurs du sexe sont-ils en danger comme jamais? Réponse après la pub, dans la deuxième partie des Terriens du dimanche. A tout de suite.
Bonsoir les amis, dimanche, re-bienvenue dans l'émission qui nous permet de savoir quel jour on est. Toujours en compagnie des 5 mercenaires. Natacha Polony, Raquel Garrido, Monia Cachemire, François-Olivier Gisbert et Gilles William Goldnadel. Ce soir, face aux 5 mercenaires, l'humoriste Yacine Bellatar. Et maintenant, on passe en zone libre avec celle de notre invité fil rouge, Yacine Bellatar. Alors, la génération Mbappé se sent-elle gauloise? Pour le savoir, Yacine Bellatar n'est pas resté sur la touche. Il nous a emmenés en banlieue pour rencontrer les futurs talents du foot. Magnéto, Serge. Il y a beaucoup de clubs en fait qui forment la jeunesse footballistique. C'est d'ailleurs elle qui nous a ramené une Coupe du Monde. Et je voulais parler du foot amateur parce que souvent on parle du foot professionnel, mais on oublie qu'avant de devenir des champions du monde ou des joueurs de Ligue 1, ces mecs-là ont été juste des gars de quartier qui ont tapé le ballon. Et l'un des premiers structurants de ma vie, ça a été le foot. C'est là où j'ai commencé à me mélanger dans le vestiaire avec des Arabes, des Noirs, des Blancs. Et donc du coup, c'est là où on apprend à être français, je pense, avant toute chose. Et comme je dis souvent, le foot amateur, c'est le 3e parent. Les parents confient leurs enfants à des éducateurs que j'aimerais saluer parce que c'est vraiment des héros du quotidien, des héros anonymes. Alors, Ismaël, il ne le dit pas, mais c'était le premier hooligan de chez lui. Parce qu'il habitait là, dans cette tour-là. De sa chambre, il pouvait dire au numéro 4, t'es nul. Voilà, c'est quand même très très rare. Toi, t'es animateur. Donc t'es pas obligé de le faire. Pourquoi tu as décidé d'entraîner Je suis pas entraîneur, je suis éducateur. Comme ceux qui étaient éducateurs pour moi à l'époque. Donc c'est essayer, parce que c'est du boulot, essayer de rendre un minimum ce que le club m'a donné, ce que le foot amateur m'a donné. Ça va les gars? Ouais. Salut Henri. Salut Ismaël, ça va? Quand t'es petit, regarde, là tu regardes les gamins, il y a tout. Il y a toutes les origines sociales, toutes les origines ethniques, toutes les confessions religieuses. T'as tout. N'Golo Kanté, les gens le découvrent, mais c'était un talent d'Île-de-France, il a percé très tard. Et tout ça, on a tendance à l'oublier. Pogba, c'est de chez nous. À la région parisienne, c'est le 2e vivier du monde. Footballeur professionnel au monde, ouais. Après Sao Paulo. Tu vois, tu le savais ça? Non, tu savais pas. Voilà, c'était la zone libre de Yacine Bellatar, le foot, vecteur de cohésion sociale. Ouais. Non, mais c'est surtout, je suis hyper heureux pour cette équipe de France qui allait gagner cette Coupe du Monde. Mais aussi, c'est la victoire de ces mecs anonymes. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un aspect générationnel des choses où, moi, quand je jouais au foot, je suis né en 82, le club était détenu par des éducateurs blancs, anciens. Et en fait, les Arabes et les Noirs qui ont échoué dans le foot professionnel se sont retournés vers leur club d'enfance. Et dorénavant, en Ile-de-France en tout cas, il y a beaucoup de mecs qui étaient la star de l'équipe et qui aujourd'hui... Il y a surtout un aspect... Moi, je suis très attaché à mes enfants et aux enfants de tout le monde. Dès que ça touche les enfants, j'aime même les enfants de Goldnadel. Mais la transmission, pour moi, est déterminante. Et préciser de voir ces mecs-là qui doivent toucher un petit complément de salaire, s'occuper de 500, 600 mômes le mercredi, faire un goûter avec eux le samedi et leur apprendre dès le début qu'ils doivent respecter les copains, quelle que soit la couleur, parce qu'on a le même maillot. Je suis vachement ému d'en parler parce que, quelque part... C'est aussi leur victoire, ils restent dans des conditions précaires parce que la mairie ne donne pas d'argent et compagnie, mais surtout préciser que c'est eux vraiment mes champions du monde. Voilà. Alors, dans votre spectacle, Yacine, qui s'appelle Ingérable, vous dites que la gauche a multiplié les terrains de foot en oubliant de construire des bibliothèques. Vous le pensez, toujours? Oui.
La théorie, elle est simple, c'est que la gauche des années 80, pour calmer les cités, construisait des terrains de foot. Donc on a fini par être champion du monde, on faisait que ça, jouer au foot. Et je suis persuadé que si elle avait construit que des bibliothèques, on aurait eu des astronautes. Ouais. Donc la théorie est simple. Souvent, moi je dis aux jeunes, va à l'école, c'est plus long, mais la récompense est 1000 fois plus grande. Et je mettrai au même niveau que l'éducateur dans les quartiers des maîtres d'école. J'ai vu récemment un maître d'école à Sevran, je raconte l'anecdote, j'espère qu'il m'en voudra pas. J'ai vu un maître d'école et je lui dis mais ça va vous? Il me dit bah moi ils m'ont jamais brûlé ma voiture. Et je lui dis pourquoi? Et je lui dis pourquoi? Il me dit c'est moi qui ai appris au dealer à compter. Mais Yacine Bellatar, dans votre spectacle, j'ai été surprise par l'engagement que vous avez auprès de votre public en leur disant c'est parce que vous êtes de gauche et que vous êtes un public captif électoral pour la gauche que la politique vous a abandonné. Parce que justement, vous votez les yeux fermés pour la gauche et du coup tout le monde se fiche de vous. Alors du coup, je comprends mieux pourquoi vous avez soutenu Emmanuel Macron et que vous vous dites de droite. D'ailleurs, dans le spectacle, vous dites je suis quelqu'un de droite. Bon. Oui, alors je ne le suis pas, mais je le dis. Mais en tout cas, par exemple, c'est très concret sur le foot. Les décisions budgétaires de ce gouvernement sur les emplois aidés, par exemple, ont provoqué un séisme dans le monde du foot amateur, qui repose sur des dizaines de milliers de bénévoles, mais aussi d'emplois de ce type-là. Mais bien sûr, mais vous savez, il faut que les choses soient claires. Moi, j'ai soutenu Emmanuel Macron. Je n'ai pas dit que j'étais d'accord avec toutes les décisions du gouvernement d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas d'accord sur les migrants, je ne suis pas d'accord sur les emplois aidés. Non, mais attention. Yacine Bellatar, en 5e République, pardonnez-moi, c'est une monarchie présidentielle. Le concept de décision de l'exécutif qui ne serait pas une décision du monarque à d'autres. Moi, j'aurais voulu être. Non, mais j'aurais voulu être un insoumis, manger du 4 quarts et boire du banga. J'aurais rêvé de ça. La réalité, c'est que le racisme commence dans l'idée de dire parce qu'on est de banlieue, il y a un automatisme de gauche. Non. C'est déjà, et pour parler des clichés, comme quoi ils ne viennent pas tout le temps de la droite. C'est vous qui l'avez dit, ça. Non, c'est que moi, je suis d'accord avec... Moi, je pense qu'en banlieue, la majorité des gens s'abstiennent. Oui, ils ont été expulsés de la vie civile. Ça, par ailleurs. C'est ça le premier comportement électoral. Et par une monarchie présidentielle qui concentre tous les pouvoirs sur la tête d'un président avec lequel vous essayez absolument de copiner pour sans doute l'influencer dans le bon sens. Mais vous avez un rapport qui est un rapport de courtisan avec le président, sans doute pour qu'il fasse peut-être mieux pour le foot. Déjà, je ne suis pas courtisan. Quand je marque mon désaccord, je le dis en général et je peux le dire ici comme ailleurs. Deuxièmement, je n'ai jamais accepté un poste, si ce n'est celui du Conseil présidentiel des villes, où siègent d'ailleurs des gens qui ont des idées politiques proches des vôtres. C'est montrer à quel point nous sommes en désaccord. La réalité, c'est que, je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne me sentais pas français avant d'avoir mes enfants. Ma francité vient d'une responsabilité parentale forte. Parce que je vais vous dire quelque chose, la France, c'est comme le Père Noël. On ne peut pas dire à nos enfants que ça n'existe pas. Je me suis engagé politiquement, je me suis intéressé à l'écologie, au travail, à l'éducation, parce que mes enfants méritent le meilleur. Mais pour vous répondre par rapport à ça, je connais Emmanuel Macron, je connais Emmanuel avant de connaître Macron. Je ne l'ai pas rejoint il y a 2 ans en disant ça va, oulala, je vais miser sur lui. Et ensuite vous dire quelque chose, puisque vous êtes dans l'analogie de la monarchie. Vous savez, moi je vais vous dire ma théorie, c'est que je suis persuadé qu'on a coupé la tête des rois, mais pas celle des seigneurs. Et pardon de vous dire ça, mais quand je vois comment Jean-Luc Mélenchon se présente, j'ai pas l'impression qu'il diffère des autres seigneurs de la politique française. La seule différence qu'il a Mélenchon, c'est qu'il est pour abolir la Ve République, il est pour une assemblée constituante. Oui. C'est pour ça que moi je le soutiens. Moi je soutiens pas un meilleur monarque. Et voilà, hop. Je suis français. Et maintenant, c'est l'heure du zapping des terriens. Et voilà, chaque semaine, nous proposons le tour du monde des images les plus ovniesques. Le principe, on vous montre des vidéos, vous réagissez après, c'est tout con, Magnéto Serge. To all the people who can quest like a tribe does. Before this, did you really know what I was? Comprehend to the track force, why? Cause getting mentions on the tip of the vibe buzz. Et voilà, un artiste qu'elle a sous le pied, Monia. Il s'appelle Johannes Teuter. Vous en pensez quoi, vous qui êtes une fashion victime idéale? C'est ce qu'on appelle avoir un corps au pied. Parfait, bravo. Monia Cachemire. Tu sais que c'est la nouvelle Laurent Baffy, hein? Ah ouais? Ah ouais.
Direction la France, Magnéto, Serge. Moi, j'adore cette histoire. J'ai été passionnée par cette histoire cette semaine. Vous savez, en fait, à l'origine, c'est un diplomate turc, le Khalil Bey, qui avait demandé d'avoir un souvenir de sa maîtresse, qui était Constance Kenyo, qui était une danseuse de l'opéra. Et à l'époque, en fait, il voulait pas qu'on reconnaisse son visage. Donc, il voulait un sexto, quoi. Ouais. Donc, en fait, il a demandé à Gustave Courbet de peindre, justement, sa techa, quoi. Enfin, voilà, je suis désolée. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce tableau, le Turc l'avait emporté avec lui à Constantinople, et c'était dans ses toilettes, et c'était couvert d'un voile, parce qu'en fait, à l'époque, nous, aujourd'hui, on voit tous ces tableaux comme de l'art, mais à l'époque, c'était du YouPorn. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que le public français n'a pu découvrir l'origine du monde qu'en 1995. Et quand c'est arrivé au musée d'Orsay, ils ont dû mettre un vigile à côté du tableau, tellement les gens étaient choqués par le réalisme du tableau, et en fait, on avait peur que les gens détruisent le tableau. Il est interdit sur Facebook. Et sur Facebook, quand tu le postes, je trouve ça fascinant. Il y avait dans toutes les bibliothèques, chez tout le monde, ce qu'on appelait des interdits, c'est-à-dire qu'ils planquaient les bouquins avec des dessins. Parce que justement, ils n'avaient pas les outils technologiques qu'il y a aujourd'hui, ils n'avaient pas les magazines, ils n'avaient pas les vidéos, donc bien sûr. Et tu sais à qui appartenait le tableau ? L'être humain a toujours eu les mêmes envies. À qui appartenait le tableau ? À qui appartenait le tableau ? À Lacan, bien sûr. Jacques Lacan qui l'a eu longtemps. Ah, c'est Lacan qui l'avait. Ah, la gonzesse, elle ne connaissait pas l'esthéticienne. Hein. Non, mais à l'époque, il n'y avait pas Bodimini. Oh non, mais ça suffit là, votre. C'est bien là, on tient un anti-poil. Ce qui est parce que vous n'êtes pas épilé. Ah non. Ah non, mais Raquel, j'ai pas entendu. Raquel, j'ai peur de comprendre. Pardon, mais moi je préfère quand Raquel parle des insoumis. Hein. Vraiment, je préfère. Je suis pas d'accord, moi. Non, mais je suis tout étonné est insoumis, même les poils. Même mes poils. De votre génération et même de ma génération, ne regardiez pas tout ça avec nostalgie, je te soutiens complètement. Ah bon, vous êtes pour les poils. Délibérément. Mais ça, c'est intéressant. Ça, c'est un débat. Bien sûr. Franck, est-ce que vous préférez les femmes épilées ou poilues ? Oh, poilu. Les hommes, poilu, moi, bien sûr. Attendez, le truc le plus excitant qui soit, d'ailleurs, je dois dire, c'est... J'adore les bras. Et j'adore quand les gens ont des poils sur les bras. Non, j'adore quand la femme a un peu de poils sur le bras. Je trouve vous êtes homosexuel. Extrêmement excitant. Direction le monde, Magnéto, Serge. Voilà, ça fait partie des challenges à la con. La semaine dernière, il y avait des gens qui dansaient à côté d'une voiture. Voilà, aujourd'hui, il y a un mec... On voit ça au cirque sans arrêt. Ouais. Bon, voilà. William. J'ai pas de chaise de genre chez moi, je peux pas essayer. Ça tombe bien, oui. Bien sûr. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Voilà, absolument. Attention, direction la Russie, Magnéto, Serge. Minisham boing te beksinek bashashinan Ayashinan Seknege men gende minem terkushet kan Altın Min altın Min altın Min altın Et voilà de l'eau de Javel sur les hommes qui sont en manspreading dans le métro. J'aimerais qu'on m'explique en quoi le type qui est en train de dormir tranquillement, il n'y a personne autour de lui, fait du manspreading. C'est une folie hystérique. C'est-à-dire qu'il affiche ses couilles. Hein. Non, ça veut dire qu'à l'origine, le manspreading est censé dénoncer un comportement de mec qui s'écarte et qui force les femmes à se pousser parce que eux estiment que leurs attributs sont tellement énormes qu'il faut écarter les jambes. Mais à partir du moment où le mec est en train de dormir, il n'y a personne
personne autour, il dérange personne, c'est une folle dingue, c'est tout. Et encore une hystérique qui est en train d'abîmer un véritable combat qui est celui du féminisme, qui est un combat légitime et important, et parce qu'il y a des cinglés de ce genre... Mais qui abîme aussi le pantalon. C'est ce qu'on appelle le nouveau puritanisme. Gilles William Goldnadel. J'attire votre attention sur le fait que Madame Pascale Boitard... T'es sûr qu'elle s'appelle Boitard? Pascale Boitard. Alors, j'affirme qu'elle s'appelle Boitard, pas Bottard ou Butard. Elle s'appelle Pascale Boitard. Elle précédait Madame Schiappa au ministère de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et elle a interdit, donc il était prévu que c'était effectivement mal se conduire pour les hommes d'avoir les jambes écartées. Et j'observe que cette interdiction-là n'était pas faite pour les femmes. Comprennent qui pourra quand même. Oui. Déjà, une femme qui fait ça, je pense qu'il faut aller dans des clubs particulièrement privés. Mais juste préciser autre chose, je suis d'accord avec Natacha, c'est suffisamment rare pour être souligné. Top là, Natacha. Voilà. Top 5. C'est juste préciser quelque chose. Dorénavant, quand une nana fait un truc engagé et que ça devient viral, ça porte préjudice à des femmes qui mènent ce combat depuis longtemps. Honnêtement, je vous dis quelque chose, je ne prends pas le métro, mais le peu de fois où je le prends, de voir un mec comme ça étalé, de bon matin, avec des femmes qui, elles, se retrouvent recroquevillées dans un coin, j'ai plus vu dans un sens, moins dans l'autre. Donc je souhaite avec... Sauf qu'aujourd'hui, moi, si je prends une bouteille de Javel, c'est plutôt pour nettoyer le métro parisien que pour le... Oui, ça, c'est un autre sujet. Très bien. Direction les États-Unis. Magneto, Serge. All the leaves are brown, and the sky is gray. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. Et voilà, aider les personnes atteintes d'Alzheimer grâce à la réplique d'une ville des années 50. Alors moi, je trouve l'idée... Même si j'ai pas Alzheimer, j'ai envie d'y aller. Voilà, bravo. Ouais. Alors juste, pardon de dire ça, mais j'espère qu'ils sont pas trop remontés dans les années 50 avec les noirs, parce que ça peut quand même... D'accord, on est d'accord. La meilleure période pour être noir. Hein. Attention, direction l'Irlande. Magneto, Serge. Le super-héros du 3e âge. Bah voilà, il est là. On le cherchait depuis des années, mais Papy fait de la résistance. Il est là, Papy. Il est génial, il s'appelle Denis O'Connor et il a été interviewé dans l'Irish Times cette semaine. Et c'était marrant, on lui a dit « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Il a dit « Non, mais je suis en forme. Tous les matins, je fais de la natation et de la gymnastique, alors je me sentais en forme. » C'est super, bah bravo. C'était le zapping des carrières. Et maintenant, j'accueille Pierre Licia. Ça va, beau gosse? Ça va. Bon, tout se passe bien jusqu'ici. Il n'y a pas encore eu le point G. Le point G, c'est comme le point Godwin. C'est le point Goldnadel. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Yacine et Goldnadel sont restés tranquilles. Tu sembles regretter. Et sans construire un mur, hein, ouais, entre les deux. Ouais, c'est vrai. Non, non, je regrette pas. Il y a quand même une zone de... William, je suis ravi. Franchement, je suis ravi. On n'est pas là pour s'insulter mais Thierry, entre religions. On se connaît depuis longtemps. Gilles William va présenter ses excuses. C'est un mec ouvert d'esprit. C'est un mec fin. Jusqu'à maintenant, vous m'appeliez William et je préférais. Continuons sur William. Très bien. D'accord. C'est un prénom et lui, tu l'appelles Yannick. Bon, 2 ans après la loi Vallaud-Belkacem sur la prostitution qui pénalise les clients et qui devait faire reculer l'insécurité, les travailleurs du sexe sont-ils en danger comme jamais? Pour le savoir, direction le Bois de Boulogne, où Pierre Licia est allé au casse-pipe. Magneto, Serge.
should know me well enough. This better have my money. Play down, call me on my blood. Pay me what you want. Je suis ici au Bois de Boulogne, un lieu très prisé des Parisiens, des familles, des joggeurs, des promeneurs, mais c'est aussi et surtout un haut lieu de la prostitution. Bonjour Thierry. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on est exactement et ce qui s'est passé ici? Alors on est à l'endroit où travaillait Vanessa Campos et où elle a été assassinée donc, dans la nuit du 16 au 17 août dernier. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de violence qu'avant. Il y a les chiffres de Médecins du Monde qui montrent qu'il y a pratiquement 2 fois plus de signalements d'agression depuis la loi. La loi de 2016 qui pénalise les clients, c'est ça? Oui, l'impact de la pénalisation des clients, ça veut dire, pour pouvoir continuer à maintenir ses revenus, accepter de travailler dans des endroits plus reculés. La nuit, il n'y a plus d'éclairage. Donc c'est beaucoup plus dangereux. Les collègues, elles sont plus loin. C'est-à-dire que Vanessa, elle a beau crier, les collègues, le temps qu'elles arrivent, c'était déjà trop tard. Tant qu'on aura une pénalisation, que ce soit le racolage, les clients, ça va continuer. Bonsoir Mélissa. Bonsoir. Est-ce que les clients, du coup, ont un peu plus peur de venir vous voir? Está un poco difícil, sí, ahora porque hay muchos clientes que tienen miedo de venir. Et là, si vous avez un client qui vient, vous l'emmenez où? En el bosque, dentro dans la forêt. Vous n'êtes pas armé, vous avez aucun moyen de défense? Y hay colegas que me han contado que utilizan justamente el gas para poder defenderse, pero yo en lo personal no tengo nada, no utilizo nada. J'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi. Un message. C'est pas grave. ¿Es difícil trabajar aquí? ¿Por qué? Porque muchos problemas con los hombres. Porque a lo que uno trabaja, sube el cliente, llegan los ladrones, rompen el coche, le roban al cliente. Y más peligroso ahora. ¿Y tienes miedo? Claro, todas las chicas tenemos miedo ya con eso. Quel pays de merde, franchement. Je le dirais pas où comme on ça. ferme les bordels et on oblige les gens à vivre ça, Pierre, non? Non, mais... C'est ce que dit la dernière personne qui intervient. Toutes les filles ont peur ici. Ce que m'ont raconté ces filles de leur quotidien, c'est tout simplement glaçant. Au quotidien, c'est des insultes, c'est des agressions, des tentatives d'agression, parfois en bande, au couteau. C'est des prostituées et leurs clients qui sont tout simplement dépouillés. C'est leurs camionnettes qui sont vandalisées, des pare-brises qui sont fracassées à coups de barres de fer ou de jets de pierre. Comment en est-on arrivé là, à ce degré d'insécurité-là? Et surtout, pourquoi? Eh bien, tous les témoignages que j'ai pu recueillir ce jour-là me conduisent à penser que justement la loi de 2016 que vous évoquiez à l'instant a eu des effets inverses aux effets escomptés. C'est-à-dire la loi qui voulait pénaliser les clients pour mieux protéger les prostituées. L'ironie de l'histoire, c'est que les travailleurs du sexe se sont battus pendant des années pour obtenir l'abrogation de la loi sur le racolage et qu'elles se retrouvent aujourd'hui avec une législation qui les jette encore plus violemment dans la précarité et dans l'insécurité. Alors je pose la question de principe, c'est est-ce qu'une législation répressive de la prostitution qui pénalise le racolage ou les clients n'entraîne finalement pas inévitablement une plus grande clandestinité et donc une plus grande mise en danger? Oui, c'est une loi tellement conne. C'est-à-dire, voilà, ce sont des politiques qui, pour se donner bonne conscience, on dit, voilà, on va supprimer la prostitution par la loi. Non, mais il faut être taré pour penser, on peut supprimer la prostitution par la loi. Les soviétiques, ils ont essayé ça. On allait là-bas, à Moscou, ils avaient dit, il n'y a plus de prostitution là-bas. Regardez, on a fait des lois. Vous alliez à Moscou, c'était incroyable. Du temps du communisme, c'était vraiment, il y en avait partout. Et ils prétendaient qu'il n'y en avait pas. Aujourd'hui, on a réussi, en fait, ce que vous dites, c'est une espèce de paupérisation. On les laisse dans leur... Enfin, c'est juste atroce. Et en fait, il faut changer cette loi. C'est idiot! Moi, je me souviens dans cette émission
avoir fait un débat contre Donna Garrida, là, ici présente, qui soutenait cette loi. C'est la loi la plus con du monde à propos du métier le plus vieux du monde. C'était hautement prévisible, évidemment, par rapport au sort des pauvres. Que tu vois là-bas, ça ne résout absolument pas le problème des proxos violents qui continuent comme jamais. Et je me permets d'ajouter, même si c'est mal vu dans les salons, que j'avais signé le manifeste des 300 je ne sais plus quoi, parce que je soutiens également que la prostitution acceptée sans souteneur a un rôle social important, par exemple, pour les timides, pour les très moches, pour les repousser, et c'est très bien comme ça. Voilà comment je vois les choses. Yacine, vous êtes l'invité fil rouge de cette émission. Quel est votre avis? Ben non, mais dire que la prostitution existe pour les petits, méchants, gros, ça n'existe pas. La réalité, c'est que je suis toujours choqué qu'on s'approprie une cause quand il y a quelqu'un qui est mort. Parce qu'il ne faut pas oublier, si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a une tragédie. Ça nous permet d'avoir un effet loupe là-dessus. La schizophrénie du bois de Boulogne est à étudier aussi. Il ne faut pas oublier qu'à quelques mètres de la prostitution, il y a quand même l'une des plus belles fondations du monde, qui est la fondation de notre ami Louis Vuitton. Et c'est l'un des plus beaux immeubles du monde. Et il est très bien gardé pour le coup. Donc à quelques mètres de là, il y a des femmes qui ne sont pas bien gardées du tout. Ensuite, la réalité, je connais votre position sur les maisons closes et compagnie, c'est que je pense qu'un politique, oui, à juste titre, vote des lois qui vont dans le sens de la paix, de l'amour, c'est un peu naïf comme ça. Aujourd'hui, la vraie question, c'est pas de se dire que cette loi ne sert à rien, c'est qui va se permettre de l'enlever. Elle a des effets pervers. Oui, mais le pire, c'est quel est le député qui va s'approprier cela, parce que quelque part, les gens vont lui dire « Ah bah en fait, le mec, il soutient les putes ». Ça va être aussi limpide que ça. Non, mais donc aujourd'hui, vous voulez faire quoi? Réouvrir des maisons closes? Mais oui, en 1947, Marthe Richard, ancienne prostituée, comme tous les renégats, elle était pire que tout le monde. Collaboratrice. Elle a collaboratrice avec les nazis. Avec les nazis. Elle a fait fermer les maisons closes. La France est aujourd'hui le seul pays où il n'y a plus des ressenteurs. Et c'est vrai que ça crée de la violence dans la rue. Enfin, c'est facile à comprendre. Pardon de dire ça, moi j'ai mes activités à Pigalle, qui est quand même Pigalle-la-Rouge. C'est un quartier que j'aime, qui portait notamment cette question-là. Il y a aussi de moins en moins de gens qui vont là-dedans. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui sont cachés derrière un écran. Raquel Garrido. D'abord, rectifier un cliché selon lequel la prostitution serait le plus vieux métier du monde. C'est faux, le plus vieux métier du monde, c'est cueilleur, chasseur, etc. Oui, mais c'est une expression qui est très souvent utilisée. Pourquoi? Pour essayer d'imposer une forme de caractère inéluctable. Non, pardonne-moi. Toutes les activités humaines sont du ressort justement de l'humain et de notre délibération sociale. On a le droit d'interdire un certain nombre de choses. Par exemple, je n'ai pas le droit en France de vendre mon bras. On dit, enfin voilà, il n'y a pas toute liberté. Nous sommes une société collective. Hein. Ce n'est pas que des individus qui font ce qu'ils veulent. Et en l'occurrence, acheter et marchandiser le corps d'une femme pour une prestation sexuelle, c'est quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre de ce qui devrait être interdit. Pour moi aussi. Non, alors donc, le problème, c'est ces gens qui ont une bonne conscience et qui se foutent des effets de leur loi. Non. On a vu Est-ce que je peux terminer? Oui. Je ne suis pas pour l'interdiction. Hein. La question de la criminalisation du racolage a été constatée dans son inefficacité par à peu près tout le monde, ce qui est une bonne chose. D'accord? On est passé en France dans l'idée qu'il fallait d'abord taper au client. D'accord? Parce que moi, si j'avais un fils, j'essaierais de lui expliquer que le corps d'une femme n'est pas un objet qu'il peut acheter. Voilà, bon. On est d'accord. Et si j'avais une fille, je ne lui recommanderais pas d'adopter comme profession la prostitution. Et c'est là où moi, je trouve qu'il y a une énorme hypocrisie de ce que j'appelle le syndicat des clients. C'est que les mêmes personnes qui n'arrêtent pas de revendiquer qu'il y ait des maisons closes et la liberté de tout ça, n'enverraient jamais leurs enfants à eux, leurs filles à eux, faire ce métier. Et si vraiment vous étiez 100% cohérent, vous demanderiez qu'à la fac, il y ait une filière prostitution, qui soit une filière de haut niveau, dans laquelle vous enverriez vos filles. Alors moi, je ne suis pas d'accord. C'est pas con. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi est-ce que la fille des pauvres, même dans une maison close de luxe, et pas vos filles, vous voyez? Bien. Nathèche. Je pense qu'il faut distinguer le fait que, évidemment, personne ne peut considérer que la prostitution est totalement anodine, à part quelques militants pour les travailleurs du sexe. Mais voilà, à part ça, pour ma part, en effet, je ne considère pas que ce soit anodin.
Le problème, c'est avant tout la lutte contre les proxénètes et contre l'insécurité. Or, pour l'instant, vu le nombre d'enquêteurs que nous possédons pour lutter contre le proxénétisme, on n'a aucune chance de faire en sorte que seules les femmes qui le choisissent délibérément deviennent prostituées. Pour l'instant, les 90% sont des femmes qui viennent de l'étranger, qui sont exploitées de façon absolument ignoble. C'est de la traite des êtres humains. Donc c'est le proxénétisme qu'il faut attaquer. Natacha. En revanche, après, nous avons un problème sur celles qui choisissent de se prostituer volontairement. Notre société est fondée sur le libre arbitre. Il y a donc des limites au libre arbitre des individus. Simplement, la question est de savoir où nous mettons ces limites. Et en l'occurrence, tu as beaucoup de femmes qui, pour des raisons, alors tu peux aller explorer leur psychologie, tu peux estimer qu'elles ont été pas bien éduquées, etc., mais qui choisissent de se prostituer, certaines parce qu'elles sont pauvres, d'autres parce qu'elles veulent se payer des tas de choses. Il y a eu pendant des siècles des demi-mondaines qui essayaient comme ça de trouver une situation sociale. C'est condamnable, c'est dommage, et ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que la société soit suffisamment égalitaire pour que ce ne soit pas les femmes pauvres qui soient obligées d'aller vers ça parce qu'elles sont dans des situations désespérées. Ça, oui. Il est bien de nouveau, non? Il est bien. Hein. Il est top, il est beau gosse, il fait des bons sujets. Voilà. Yacine Bellatar, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que l'on retrouve sur scène pour votre spectacle Ingérable. C'est à Paris, au théâtre de 10h, tous les jeudis et tous les vendredis. Et puis vous êtes aussi sur Radio Nova, du lundi au vendredi, de 17h30 à 18h. Vous animez les 30 Glorieuses avec Thomas Barbazan. Merci d'avoir été avec nous. Je suis français. Bon, maintenant qu'il est parti, là, c'est le débrief de l'invité. Alors... Non, mais ça confirme complètement ce que je vous disais. Je change rien. Le type n'est pas ma cam, ni politiquement, ni culturellement. Ah bah oui. Et en même temps, j'ai pas l'impression que ça soit un mauvais gars. Donc voilà, je trouve qu'il a un petit peu polissé son discours. Je le considère, ça a été dit par Natacha, totalement obsédé par la question musulmane, mais je peux ne pas mal m'entendre et peut-être bien m'entendre avec quelqu'un avec lequel je suis en totale contradiction sur la question politique. Voilà, c'est tout. Bien. Monia, à votre avis, maintenant qu'il est parti, on peut dire tout ce qu'on veut, là. Je partageais son avis sur le fait qu'il y en a marre que des imams blédards représentent l'islam de France, que ça soit représenté par des gens de France, donc ça c'est très important. Après, bon, c'était très joli, c'était très beau, il nous parlait de la mixité, que tout le monde puisse s'entendre entre noirs, blancs, chinois. Il manquait une autre minorité, c'était les femmes, j'en ai pas vu. Ouais. Mais voilà, c'est tout. Monsieur Gisbert. Moi je vois pas pourquoi il faudra avoir peur de cet humoriste qui fait des blagues. Moi, j'adore ce genre d'humour, de toute façon. Mais j'adore ce genre d'humour. J'adore le comte de Boudherbala, j'adore Jérémy Ferrari, j'adore tous ces gens-là. Je veux dire, et visiblement, il est dans la même mouvance. Absolument. Et alors, la seule question qu'on peut se poser, c'est par exemple cette espèce d'obsession toujours sur Zemmour, ce que je comprends, mais pourquoi pas aussi sur les salafistes. Mais à part ça, ça a l'air d'être un type sympa. Moi, je le connais depuis formidable. longtemps. Il a l'air assez formidable. Il faut qu'il évolue encore un peu, quoi. Il faut qu'il évolue un peu. Oui, mais il est jeune. Hein. Il est un peu dans la victimisation, toujours. Il est jeune. Raquel Garrido. Non, mais moi, je suis ravie parce que le premier effet qui se coule de Zemmour, ça a été de foutre la pagaille dans notre équipe. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que tout le monde est devenu super gentil et on est tous ensemble. Et Golnadel et Fock qui adorent Yacine Bellatar. J'en ai dit qu'il l'adorait. Non, mais je pense que c'est tout à fait sain que lorsqu'il y a une déflagration dure, chacun trouve dans sa propre responsabilité l'idée de faire de la fraternisation. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai que très bien. L'affaire Zemmour nous a soudés. Finalement, ouais. Et puis, moi, bon, après...
évidemment, on parle beaucoup d'islam, etc. Et moi, je suis la première à le déplorer. Hein, et il me semble que cette façon de parler tout le temps de l'islam, peut-être que c'est une façon que, finalement, à force d'apaiser le sujet, comme on l'a fait ce soir, comme il l'a fait ce soir avec vous, on arrête d'en parler, quoi. Et en fait, il y a un mot qui a peu été prononcé, ou voire pas du tout, c'est l'égalité, alors que, fondamentalement, c'est dans le triptyque républicain, c'est un objectif. Et je m'aperçois qu'en France, au lieu de parler d'égalité, on parle de juxtaposition de communauté, on parle de tolérance, c'est comme ça maintenant. Et moi, je déplore ça. Moi, je déplore ça. J'aimerais qu'on arrive à une forme d'universalisme et voilà. Bon, qu'est-ce qu'elle est bien quand elle parle comme ça. C'est mon regret. La République. Natacha. Premier point, c'est faire beaucoup de bruit sur quelque chose qui reste un événement médiatique que de parler d'affaires Zemmour. On peut peut-être aussi sortir de là, c'est bon, ça fait 2 semaines. On passe à autre chose. Il y a des tas de sujets en France qui sont absolument essentiels, dont on peut parler. Donc, je préférerais qu'on en parle. Et ce que je trouve dommage, c'est en permanence de se focaliser sur les différences d'origine, les différences de religion. C'est souvent obsessionnel et en effet, ça cache les autres problèmes, ça cache la question sociale, ça cache la question de l'organisation économique. Donc je pense que plus on sortira de cela, moins on arrêtera de pilonner sur les musulmans, les noirs, les arabes, les blancs, et plus on pourra peut-être commencer à parler entre citoyens de ce pays. Je suis d'accord. Alors, Pierre, vous avez, j'imagine, vu l'émission en coulisses. Quel jugement portez-vous sur l'émission et sur notre ami Yacine? Je ne connaissais pas spécialement Yacine Bellatar. On m'avait vendu... c'est limite si j'allais m'attendre à voir un frère musulman débarquer sur le plateau. En fait, il n'en est rien, c'est quelqu'un de très sympathique, de très amusant. Et moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'à Gilles William, il a fait un peu une Mélenchon, ce qu'on appellerait une Mélenchon. C'est-à-dire que la semaine dernière, Gilles William nous a expliqué que Mélenchon, il disait les pires saloperies sur Macron, et puis quand il était devant lui, il se carpette devant lui. Et excuse-moi, cher Gilles William, mais c'est un peu ce qui s'est passé ce soir. À la radio, Gilles William explique que Bellatar est un dangereux islamiste, et finalement, devant lui, il était tout mielleux, tout sympathique. J'ai trouvé ça assez amusant. Je crois que tu te méprends. J'avais décidé... J'espère me méprendre. J'avais décidé, après toutes les histoires de Zemmour et compagnie, que ce ne soit... De faire une Mélenchon. Non, que ça... Non. On avait décidé que ça ne sombre pas. On ne voulait pas arriver à ce que j'appelle le point G. Un pugilat. Sur le point Golnadel. Je ne voulais pas arriver à ce point-là parce que je pense qu'il faut qu'on arrive à se parler. Absatou n'est pas arrivé à parler avec Eric. Et je pense que ça, c'est pas souhaitable. Et que nous, à la télévision, on doit donner l'exemple de gens qui sont capables de parler ensemble. Parce que moi, j'ai beaucoup d'affection pour Yacine, j'ai beaucoup d'affection pour William. La marque de la sagesse et non pas de la pusillanimité. Voilà. C'était le débrief de l'invité. Et maintenant, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastureau. Comment ça va? Ça va et vous? Super, franchement. Bon, vous êtes bien, vous êtes prêts? Ah ouais, très bien. Il y a une ambiance folle, toute cette humanité, toutes ces émotions. Je vais vous parler d'amour. Ah bah oui, parce que l'amour, c'est magnifique. Hein, on a tous en tête des exemples de couples mythiques. Romy Schneider et Alain Delon, Vanessa Paradis et Lenny Kravitz, Vanessa Paradis et Johnny Depp, Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit, Jacob et Delafont, l'abbé de la Morandais et sa main. Même Michel Houellebecq a convolé avec une jeune dame originaire de Shanghai. Les Chinois nous reprennent tous les trucs abîmés dont on veut plus. Les bar tabac, Houellebecq. Je pense que là, ils sont en train de racheter les chorégraphies de Chris et le modem de Bayrou pour 1 euro symbolique. Mais il y a un couple qui ne marche plus. Macron et Trump. Ah ouais. Bah ouais, c'est fini. Trop de différences d'âge, la barrière de la langue. Manu est allé voir Donald à New York. Il n'avait rien à se dire. Même si Alain Soral avait dîné avec Bruel, l'ambiance aurait été plus sympa. Alors que Macron et Trump avant, mais c'était chaud. Manu a plus léché Donald qu'un enfant une glace de boule en août.
L'autre lui a retiré les pellicules de sa veste. Degré 8 sur l'échelle de l'intimité qui va de 1 à 10. Au-dessus, il y a juste crevé les points noirs dans le dos du partenaire ou se traîner par terre en pleurant et en criant « Pitié, reste dans mon parti, je suis tout seul, putain !» Si l'on est Florian Philippot. Et il ne se lâchait plus. À un moment, on a voulu les détacher. Il a fallu faire appel à Alexandre Benalla qui a tapé dessus jusqu'à ce qu'il cède. Il a gardé les phalanges, il s'en est fait un collier. Mais là, Macron s'est retrouvé à table à mater pendant 2 heures Trump avec sa tête en forme de carré. C'est le seul mec à se coiffer comme ça. Si Franck Provost s'était mis à la géométrie, on aurait tous cette tête-là. Un repas comme ça équivaut à faire un Tetris. Gérard Larcher voit ça, il crie purée un apéricube, il le gobe. L'amour est parti, Trump-Macron, mais on dirait la rencontre entre Marcel Campion et Boy George. C'est triste. Alors notez que Trump adore les formes, hein, il doit en être là à l'école, parce qu'avec ses mains, il a fait un triangle, et encore un triangle avec le dictateur égyptien Al-Sisi, c'est comme oui, mais qui insiste, hein. Et un triangle avec le président sud-coréen. Même si 4000 Illuminatis se réunissent sous la pyramide du Louvre, il y aura moins de triangles. Trump est bloqué comme ça. Si ça se trouve, il est mort. Hein, les mecs l'ont empaillé et on le déplace à chaque occasion par peur que s'il y a une élection, cette fois, ce soit Kanye West qui gagne. Hein, mais il se tient plus que comme ça. Pour sortir un bulot de sa coquille, il lui faut 16 heures. Alors certes, Macron a perdu Trump, mais il est beau, il est sexy, il nous parle comme à des chiens. Macron, c'est Christian Grey dans 50 nuances de Grey. Et il lui reste donc des amis, tous branchés SM, ce sont les Macronphiles. Avec la ministre des Sports, la Roxana Maracineanu, hein, qui est à fond. Hein, elle a fait du volley, hein, ouais, Jeanne et Serge. Elle a fait du ping-pong. Hein, elle pratique tous les jeux avec des balles. Enfin, sauf un, hein, parce que c'est Benalla qui s'en charge. Hein. Ah oui, lui il faisait des selfies. Lui faisait des selfies avec son flingue dans un restaurant. Hein, ensuite, il a demandé l'addition. Les types ont répondu « Ça va, c'est pour nous hein. ». Depuis le trottoir d'en face. Hein, ils ont dû trouver du boulot. C'est un psychopathe, ce mec. Un psychopathe. Après, quand il est à la télé, il est tout gentil, tout propre. La cravate, on dirait un chauffeur Uber. J'ai toujours l'impression qu'il va mettre RMC Info et proposer une petite bouteille d'eau. Non mais la télé, c'est magique. Vous leur filez Tony Montana, ils vous rendent Bernard Montiel. Alors sinon, Roxana Maracineanu a assisté à une grosse dispute entre les Daft Punk. Hein, il y en a un qui a tué l'autre. Un job de DJ s'est libéré. Si vous êtes horticulteur, vous pouvez aussi bien faire ça. Hein, flexibilité, libéralisme, youpi. Hein. Alors Gérard Collomb, l'homme qui se déplace moins vite que son ombre, lui a assisté en Bretagne à un congrès de la sécurité intérieure où il y avait des joueurs de cornemuse. La nouvelle arme anti-djihadiste. Un radicalisé déboule avec un couteau en criant « Ça c'est pour la Syrie et pour dernier album de Kenji Girac, vous allez payer ». Hop, Loïc se met à jouer la cornemuse et le terroriste effrayé fuit en hurlant qu'il n'a pas de boule qui est. Il n'y a jamais eu d'attentat au Festival interceltique de Lorient. C'est pas un hasard. Autre ministre qui fait du bruit, tiens, François de Rugy, hein, qui s'est rendu dans les Pyrénées en hélico qui pue, qui pollue. Quand il va lire sur sa carte de visite qu'il est à l'écologie, il va se dire « Oh zut, oh le con oh, bah, ouais, je ne m'étais pas rendu compte ». Forcément, avec le bordel qu'il a mis, il n'y avait plus une bestiole. Hein. Rugy, s'il veut voir une girafe dans la savane, je pense qu'il vient en rafale. Hein. Un moment de calme pour lui, c'est sa tête enfoncée dans l'enceinte de basse de David Guetta quand il mixe à Ibiza. Il a dû trop se masturber en regardant son bureau de ministre, il est devenu sourd. Il y a aussi la ministre des Transports, vous la connaissez ? Borne. Alors elle a pris un des 2 trains de nuit qui restent hein, pour promouvoir un peu le train de nuit. L'enfer. Elle s'est retrouvée à pioncer dans une cabine de 4 avec des gens qui sentaient des pieds. Elle est arrivée dans un bled à 7h du mat avec la tronche en vrac. Il a fallu lui défroisser la face au pressing 5 à sec. Mais a-t-elle remarqué, le train était à l'heure. Hein, la SNCF l'a donc appelé pour s'excuser. On ne sait pas ce qui s'est passé, lui ont-ils dit. Hein, les Chinois, en plus de Welbeck, ont peut-être repris la ligne et depuis, ça cartonne. Hein, derrière, ils vont reprendre France 4 et la carrière de Ramayad. Hein. Enfin, Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, a pu observer, grâce à un matériel de pointe, la popularité d'Emmanuel Macron. Hein. Il a aussi visité un vignoble bio. Mais il a très vite remarqué la présence d'un puceron, suite à quoi il a bien sûr ordonné qu'on épande du glyphosate sur la vigne, puis du cyanure partout dans le village, et il a passé le département au napalm. Donc c'est bon, il n'y a plus de bestioles. On est bien.
Oui, mais... Le président Macron est en chute libre. Hein. Notre histoire d'amour touche déjà à sa fin. Enfin, ensemble, on a quand même eu un bébé, hein, Cri-Cri. Hein, c'est Macron qui l'a fait, mais nous, on a la garde. Il est trop mignon. Mais il y a de plus en plus de macronphobes. Tiens, justement, François Hollande, là, qui est notre ex, qui a fait en Corrèze la fête de la rose, hein, qu'on a appelé comme ça parce que c'est la seule fleur qui a la même couleur que lui quand il fait plus de 14 dans la pièce. Hein. Ah bah lui, issu, c'est le président Tropicana, vous appuyez dessus, il y a du jus qui coule. Alors il a dit, ici, c'est chez moi. Mais il était à Tulle, donc personne va essayer de lui piquer son chez lui. Hein, c'est aussi excitant d'habiter Tulle que d'enfiler un slip découpé dans du papier de verre. C'est comme quand vous voyez un koala en haut d'un arbre avec des épines, vous le laissez. Mélenchon aussi a fait un déplacement en Angleterre, hein, où il a allumé Macron, arrogance, il parle mal. Quand il se retrouve face à lui, il est tout calme. Hein. Quoi? Moi, j'ai dit ça de vous, maître? Mais pas du tout, je veux kiffe, seigneur. Mais dès qu'il s'éloigne, il pète un câble. Il a un syndrome de la tourette qui s'amplifie avec la distance. S'il va en Inde, il peut traiter Macron de raclure de bidet terminée à l'urine d'âne. Hein. Puis, dès son retour à Roissy, il dit non, Macron, il est bien quand même. Il est bien. Alors Mélenchon a croisé sur place le travailliste John Trickett, hein, dont la traduction du nom en français est demi-molle. Et il s'est pris pour Napoléon, avec la main dans le veston. Il pensait que ça allait impressionner l'autre. Mais Napoléon, les Anglais l'ont éclaté à Waterloo. Donc c'est comme de débouler face à Paul Pogba sapé en croate. Ouais. Alors sinon, la droite de la droite essaye de revenir, mais enfin, c'est impossible parce que tout le monde est à droite de la droite maintenant. Hein, Marine Le Pen a fait la fête du drapeau, une orgie dont le concept consiste à boire afin d'oublier la présidentielle 2017. Il y a la piquette Marine ou la vinasse Marion. Hein, le premier concurrent des magasins Nicolas, c'est le Rassemblement national. Alors, Marine a eu un gâteau qui a autant pris que sa candidature, hein, le seul cake que vous pouvez ranger dans une enveloppe. Puis, on lui a offert un enfant, hein, le cadeau à la con. Ça braille, ça c'est nul, un enfant. Vous pouvez pas lui offrir une smart box. Un enfant, ça braille, ça fait pipi, ça coûte un siège de plus dans l'avion, hein, à moins de le déguiser en chien pour qu'il aille en soute. Mais bon, un coup sur deux, le gosse dit maman au lieu de ouf et on se fait griller, quoi. On a revu Florian Philippot cette semaine, hein, dont le nombre d'adhérents à son parti est de 1. Lui, hein, s'il perd sa carte de membre, ça n'existe plus. Alors Philippot qui essaye d'appeler François Asselineau, mais l'autre, dit-il, ne répond pas, alors qu'il a fait 0,92% des voix à la présidentielle. Donc se faire snober par Asselineau, c'est comme quand tu adoptes un mec, la seule nana qui a cliqué sur ton profil, c'est ta sœur. Hein, par pitié, par pitié. Mais pourquoi Asselineau ne répond-il pas, Flo? Ben c'est parce qu'il est fâché, tu lui as tout piqué, il a passé 1 an à nous vendre le Frexit, toi tu sors un livre que tu dédicaces en ce moment à une foule de 7 personnes dont le GPS a dû bugger, ils se sont retrouvés là par hasard. Ton livre c'est quoi? Le Frexit. Mais enfin Florian, si t'étais un humoriste, tu serais Thomas Sisley. Enfin, non mais c'est comme si des Chinois, après revente de Welbeck, allaient refourguer des contrefaçons d'iPhone devant le siège d'Apple. Enfin, bah, Nicolas Dupont-Aignan, hein, lui était au cirque d'hiver, hein, les gens ont crié les clowns, et là il est arrivé. Et il n'est pas tout seul, lui, il a un ami, un Jean-Frédéric Poisson, du Parti chrétien, un catholique qui s'appelle Poisson. Hein, vous pouvez être sûr que sa femme ne met pas en bouche le vendredi. Pardon, monsieur. Ils sont de France, Thierry, le pays de Molière, Verlaine, Samantha, des ch'tis. Ce sont les gens d'ici. Avec Éric Ciotti, un député des Alpes-Maritimes, qui a lancé la campagne des chiens guides d'aveugles. Et alors, il y a même des caniches, hein, le chien des vieux, qui guide l'aveugle jusqu'à l'EHPAD le plus proche, où lui est servi de la semoule, tandis qu'on lui met des discours de Gérard Collomb à la télé. Malheureusement, Éric Ciotti lui-même, par mimétisme, a eu un instant le même air qu'un labrador joyeux et a été offert par erreur à Madame Sanchez, non-voyante, qui lui donne un sucre après chaque repas. Juste avant, il avait inauguré un gymnase sponsorisé par YouPorn, puisque les jeunes y apprennent la technique de la brouette inversée. Tout l'univers de Ciotti est balisé par le sexe. C'est le Sud, il fait chaud, il y a de la cagole excitée. Parce que même quand il présente un plat, l'aliment entre en érection.
Alors, rien à voir. Hein. Cette semaine, on a coupé les cheveux d'Anne Hidalgo. Hein, elle a dû coucher avec un Allemand. Et on va les tester afin de voir si elle a des polluants dedans. Alors, c'est possible, hein, parce qu'à Paris, on suffoque. Plus forte concentration d'ozone cette année. Vous qui êtes une star, Thierry, et habitez Paris, mais les gens ne vous embêtent pas. C'est pas qu'ils sont respectueux, c'est qu'ils ne vous voient pas dans le nuage. Moi, ça fait 3 ans que j'ai pas vu mon fils. Hein. Parfois, il est au bout du cerveau. Eh, papa. Or, Hidalgo sort un bouquin hein, intitulé « Respirer ». Donc, ça revient à distribuer une brochure sur le naturisme à Kaboul. Elle a aussi assisté au lancement d'une soirée mode, avec derrière le seul parterre d'herbe de Paris sur lequel personne n'a pissé, aucun toxico n'a vomi, pas un rat a fait ses crottes. C'est très rare, hein, il sera vendu aux enchères chez Jardiland. Un mot de Manuel Valls, bien sûr, hein, qui s'en va à Barcelone. Ça y est, il nous quitte, hein, el professeur, mi me gusta el chorizo. Il a rendu visite à sa sœur qui y vit et a demandé, bien sûr, à bénéficier du regroupement familial. Hein, les Chinois n'en ont pas voulu, ce sont les Catalans qui nous le prennent. Ça marche quand même pas mal, le marché de l'occasion. Enfin, un coup de chapeau à mon chouchou, Jean Lassalle, le berger défoncé à l'Agneul de Châtaigne, qui a déjà annoncé sa candidature à la présidentielle 2022. Il a vraiment rien à foutre. Hein, non mais Lassalle, c'est la fête, quoi. C'est Patrick Sébastien avec le physique d'un tronc d'arbre. Hein, avec lui, tous les jours, c'est la fête de l'huître du Cap Ferret. Macron, sur le Tour de France, il joue les beaux gosses, lavé à la Volvic, alors que tout le monde tease. Lassalle, son Tour de France 2018, c'était ça. C'est lui qu'il nous faut à la tête de la France en 2022. Fini la Marseillaise, vive la pitchouli, pour qu'enfin on s'éclate dans ce pays triste et morne où seul Houellebecq, devant la mairie, sourit. Ce qui est un comble. Vive la France, vive la Jaille, au revoir. Voilà, c'était Tanguy Basturon. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur scène et sur canal.fr. Et maintenant, on va jouer. La semaine dernière, c'est France qui a gagné. Qui remportera le Cerveau d'Or cette semaine? C'est le winner de l'actu. Attention, voilà. Qu'a fait le leader vénézuélien Nicolás Maduro lors de son voyage à Istanbul la semaine dernière? Il a mangé un kebab sur le pouce dans la rue. Il a dormi chez l'habitant. Il a visité un hôpital pour enfants où il s'est tapé une bonne grosse côte de bœuf à 250 $. Quoi? Il a dormi chez l'habitant? Non. Il s'est tapé une bonne grosse côte de bœuf. À 250 €. Sympa quand même, hein? Tu sais, t'as vu que j'allais répondre à la bonne réponse. Franchement, Magnéto, Serge. C'est un végétarien qui fait. Oui. Voilà, donc ce qu'il faut dire à nos amis téléspectateurs, c'est que la côte de bœuf en question, c'est 8 fois le salaire minimum au Venezuela quand même. Oui, mais il faut quand même rappeler que ce boucher, c'est un boucher célèbre en Turquie. Célèbre, et tout le monde va le voir. Ouais, voilà, Salbé. Et tout le monde va le voir parce que c'est le mec qui est connu pour faire son truc, voilà. son grain de sel. Sa poudre de perlimpinpin. D'après Stormy Daniels, la prostituée qui sort un livre sur sa relation avec Donald Trump, à quoi ressemble le pénis du président américain? À un épi de maïs, à Jésus, à une petite carotte ou à Toad, le personnage en forme de champignon dans le jeu Mario Kart? Sa teub ressemble à Tob. Ouais, à un champignon. Et voilà. Ça tu sais. Hein. Et la fille a dit, j'étais étendu là, contrarié à l'idée d'être baisé par un homme au poil pubien de Yeti et au sexe en forme de champignon de Mario Kart. Voilà. Avec qui le tabloïd anglais Daily Mail a-t-il confondu Emmanuel Macron lors de sa visite à Bougival la semaine dernière? Avec une journaliste de l'AFP, avec un garde du corps d'Emmanuel Macron, avec Stéphane Bern ou avec un stagiaire à la mairie de Bougival. Mais non, elle a plus. Damn! Non, arrête, non! Avec Stéphane Bern. Oh, non, facile, hein?
Ah mais moi j'ai pas de dignité. Ils se tenaient la main en se racontant des blagues. Quel est le slogan de la campagne de sensibilisation lancée par la mairie de Paris pour lutter contre les incivilités? Paris belle, pas poubelle, ne soyez pas une ordure, pas pipi dans Paris, ou métro, boulot, dodo, non, ça marche plus. Hidalgo. Pas pipi dans Paris. Ouais. C'est normal, attends. J'ai vu le clip, les bras m'en sont tombés. Magnéto, Serge. Je dis merci, un grand et sincère merci à ceux qui ne font pas pipi. Pipi dans Paris, pas pipi dans Paris. C'est du plus con, tu meurs. Même si ça a pratiquement rien coûté, c'est-à-dire 6 500 €. Mais c'est 6 500 balles de trop. Non, mais attends, c'est tellement ridicule. Bien, cette semaine, qu'apprend-on sur le comportement de Gérard Depardieu en Corée du Nord dans Paris Match? J'adore la photo. C'est quasiment aussi bien que Guillaume Il rote Jesset. à la fin de son repas. Il mange ses nouilles avec les doigts. Ça, toujours. Il s'essuie la bouche avec la manche de Ça, sa toujours, chemise. oui. Comme ma fille. Il appelle tous les Nord-Coréens Chang. Je dis les 4. Ouais. Non. Je pense qu'il mange les nouilles avec ses Oui. doigts, parce qu'évidemment, avec les trucs, c'est un peu compliqué. Quoi. Mais tout le monde fait ça. Bah, si t'as le choix entre des baguettes et des doigts, Tu prends les doigts. Mais là, il y a- cher. Oui. Quelle conséquence inattendue va provoquer la sécheresse qui a sévi en Europe cet été? Notre cerveau va perdre une quantité non négligeable de neurones. déjà fait. Les journées vont durer 24 heures et 2 secondes. Les poules européennes vont pondre un œuf par jour, ou la taille des frites va diminuer. Les journées vont durer 24 heures. Là. Notre cerveau va perdre... Ah bon. La taille des frites. Ouais. Ouais. Les petites patates. Les petites patates. Les pommes de terre étant plus petites. Mais c'est complètement con, on mettra plus de pommes de terre. Non, la taille. La taille. La taille, ça compte, monsieur. Pas du tout. Pierre a gagné, oh là là. Oh mon Pierre. Je constate que Fogg est totalement guéri. Il marche très bien. Ah ben attends, je marche bien. Voilà, c'était l'Italien du dimanche. L'émission qui vous permet de savoir quelle journée. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À commencer par Stéphane Simon. Rendez-vous samedi à 18h45. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.